croire que vous vous battez contre le marché. C'est pas la bagarre. Je veux dire, le marché, il sera toujours plus fort que toi. C'est un océan déchaîné qui claque les rochers et tu vas avec ta planche de surf. Tu vas te faire défoncer. Ça marchera pas. Prends le marché comme un camarade, comme un partenaire, comme quelqu'un qui va te montrer la voie pour t'apporter des points. Et il y a des jours où il te montre une voie et tu l'as pas comprise, il te prend les points. C'est pas grave. Par contre, il va te donner des points. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas. Notre invité est un ancien trader en salle des marchés d'une banque, a aussi été courtier et désormais il est trader indépendant. Dans cet épisode, Nicolas partagera avec nous son expérience, nous éclairant sur les arcanes de ce métier. Il nous dévoilera les coulisses du trading institutionnel et nous révélera les actions qu'il met en place pour arriver à tirer profit du marché. Salut Nicolas et merci de passer un petit moment avec nous pour discuter trading. Salut Oswald, merci à toi et merci à ta communauté. Eh ben, grand plaisir. Alors du coup, pour commencer, c'est une question que je pose à tout le monde. Tu nous expliquais en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Eh ben, je me suis lancé dans le trading quand j'étais plus jeune. Je regardais les feuilles. Je suis pas très jeune moi, hein. Donc je suis un des plus vieux, je pense, du coin. Mais je regardais les pages saumon du Figaro quand j'étais plus jeune. Ou des Échos, et mon père, et en fait j'étais passionné par la bourse, donc j'ai fait des études directement à la fac, j'ai fait un DESS Finance, et je suis rentré dans une filiale de la Société Générale, où j'y suis resté 10 ans. Et puis à l'issue de ces 10 années en salle de marché, avec pas mal de stress et de compétition, j'ai décidé d'arrêter, parce que j'en avais plus forcément besoin, et je me suis lancé dans plein d'autres choses. Voilà, j'ai créé plusieurs sociétés, toujours autour de la finance. Et puis voilà, puis aujourd'hui, je fais du trading, je continue à faire mon propre trading tranquillement. Et du coup, pour travailler en salle des marchés de manière professionnelle comme tu l'as fait, quel type d'études tu as fait? Alors j'ai fait un DESS Finance, je sais pas si ça existe encore, c'est un bac+5 en finance. D'accord. C'était à la fac. Ok. Et puis j'ai eu, je pense, la chance d'arriver à un moment, c'était en 2000, j'ai commencé en juillet 2000. J'ai eu la chance d'arriver dans une période où on recherchait des gens. Et donc, j'étais pas dans les grandes écoles parce que c'est vrai que souvent dans les salles de marché ou sur certains postes, il faut que, comme il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, souvent c'est des copains de Polytechnique, de Dauphine, de choses comme ça. Ils font revenir leurs anciens en fait, c'est toujours un peu le même principe du contact. Et moi j'ai pu rentrer dans une filiale de la Générale parce que ils cherchaient du monde et qu'ils n'avaient pas les compétences qu'ils voulaient. J'ai passé un entretien assez rapidement et puis voilà, je suis rentré directement. Donc ça c'était plutôt bien. 2001 c'était un peu plus difficile parce que on est arrivé sur mars 2001 avec la crise de la bulle Internet. Mais comme j'ai eu le temps de faire mes preuves et que je suis plutôt un travailleur, enfin je suis plutôt un travailleur. Avec les années, j'ai remarqué que je restais plus longtemps au boulot que les autres et que j'avançais vite. En fait, ils m'ont gardé. Voilà, j'aurais pas dû être gardé, mais j'ai été gardé parce que t'as toujours des hiérarchies dans les plans de licenciement, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont là depuis peu longtemps, etc. Et en fait, mes boss ont fait tout ce qu'il fallait pour que je reste. Et donc, pour les remercier, j'ai continué à bosser. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai pu enchaîner. Aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément évident. En fait, il faut faire la différence entre deux choses. Il y a les salles de marché de banque, qui sont des endroits assez compliqués pour y rentrer. Il faut faire en général un master. Surtout que plus on avance et plus les ressources humaines demandent des bac+5 et puis des choses comme ça. Et puis après ça, tu as une autre catégorie de salles de marché qu'on appelle les trading arcades, qui sont pas des arcades de trading, mais ce que les gens ont découvert avec les propres firmes il y a quelques années, là, ça doit faire 4-5 ans que ça existe. Ça existe en fait à Londres, où en fait tu prenais le channel, tu allais là-bas, tu déposais un CV, et des sociétés comme OSTC, ils ont 450 traders, 17 bureaux dans le monde. Ils font entre 5 et 10% de certains marchés obligataires. C'est les photos là que je t'ai mis d'ailleurs pour montrer un peu aux gens ce que c'est que le carnet d'or, mais on reviendra peut-être dessus quand on parlera du carnet. Voilà, tu passais, ils font des sessions de recrutement, et puis c'est beaucoup plus ouvert. Les Anglais, ils sont très ouverts en fait. Ils sont là pour les compétences et pas pour l'historique de ton école. Et donc, tu pouvais devenir trader comme ça en salle de marché. C'était la première marche. Et après, comme dans tous les métiers, en fait, tu as ton CV qui te permet d'avoir ton premier boulot. Et puis, une fois que tu as eu ton premier boulot,
Le monde est petit et chaque métier est petit et donc les gens se connaissent et quand tu as un mec qui bosse bien, ben, il passe d'une salle à une autre ou d'un poste à un autre. Le plus difficile en fait, c'est d'avoir le premier poste. Dans cet univers-là, là, parce que moi c'est un univers que je maîtrise pas du tout, hein, je connais pas du tout le milieu comme beaucoup, je pense, qui vont nous écouter. Ouais. Euh, Comment ça se passe au niveau quand tu arrives par exemple quand tu arrives dans une banque comme ça, j'imagine que tu te retrouves pas derrière un écran tout de suite à prendre des positions sur le carnet. J'imagine que tu as peut-être des étapes, non, avant? Avec des Ouais, seniors. Comment ça se passe exactement? bah, en fait, c'est exactement ce que nous on essaye de faire aujourd'hui. C'est que quand tu sors d'une école, tu as beaucoup de théorie, mais tu aucune pratique. Tu jamais passé un an, tu jamais vu une plateforme. Pour ceux qui sont passionnés, ils ont un compte à côté et puis ils se renseignent. Donc ils arrivent à avancer. Mais la banque, bien entendu, va te. Déjà, il faut que tu te sois formé aux outils. Il faut que tu comprennes ce que c'est que les systèmes de communication, la hiérarchie, etc. Donc, tu as, bien entendu toute une partie formation avant de te retrouver derrière un poste. Tu fais souvent le poste d'assistant trader au début, c'est-à-dire que tu vas être à côté d'un senior, et c'est ce senior en fait qui va te former et qui va t'apprendre des choses, et puis bah, au fur et à mesure, il va donner deux, trois opérations à faire pour lui, qui sont les petites opérations, voilà, qui servent pas à grand-chose. C'est pas que ça sert pas à grand-chose, mais il va te donner les petits trucs sur le côté, il va voir comment tu t'en sors. Si tu arrives à bien traiter ce qu'il t'a demandé et que tu fais pas de conneries, etc., et bien entendu au début tu fais quelques bêtises, voilà, tu t'en sors bien, voilà, ils te gardent et puis au fur et à mesure du temps, eh ben, ils s'aperçoivent assez vite si tu comprends ce qu'on t'explique, si tu es bien rigoureux dans ta gestion des risques, c'est un truc sur lequel on reviendra peut-être un peu après dans l'interview. Mais voilà, tous ces éléments-là, si tu respectes bien ces parties-là, après ça, et puis si tu es sympa, parce que c'est bête à dire, mais dans un métier où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, le mec pour lequel tu vas bosser, il va avoir une affection aussi pour toi. Parce que ce métier qu'on fait, on se rend compte aujourd'hui, bah, justement avec les propres firmes et avec pas mal de choses et grâce à internet, hein, parce qu'en 2000, les gens n'avaient pas les systèmes de communication, d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les systèmes que vous avez, enfin qu'on a tous, les plateformes, que tu achètes à licence à vie ou que tu payes 50 € par mois, c'est des licences de professionnels en fait. Les sources d'information, on a tous, tu prends un bon fil Twitter, je t'en donnerai deux trois dans l'interview si tu veux. Un bon fil Twitter, parce que pour moi Twitter c'est la meilleure source d'information aujourd'hui. Faut pas prendre n'importe quoi, mais c'est parfait. On a toutes les informations comme une salle de marché. Tu n'auras pas la Squawk Box, c'est-à-dire tu n'auras pas le flux de Jones Newswire, Reuters, Bloomberg. Mais pour te faire du trading discrétionnaire, on n'en a pas besoin. Donc aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, on a des outils aujourd'hui sur Internet qui sont développés par plein de sociétés de tech parce que bah, avant il y avait que Trading Technology dans les salles de marché et qui ont d'ailleurs comme tous les, tu sais, comme tous les dinosaures, comme les banques en 2000 qui n'ont pas pris le virage des courtiers et en fait aujourd'hui bah, c'est les courtiers qui existent appartiennent à des banques, mais au début ils ont pris des clients de banque. Toutes ces grosses industries qui n'ont pas pris le virage, comme Trading Technology, ben, ça a permis à des sociétés technologiques d'arriver par-dessus et puis ben, de rentrer dans le marché. Donc là, Ninja Trader, Jigsaw, alors CQG c'est plus vieux, ça fait longtemps que ça existe, Atas, Sierra, voilà, Trading Technology, ils ont fait TT Web, donc ils s'y sont mis enfin. Toutes ces plateformes, en fait, elles se valent. Pour moi, elles se valent. Après, chacun aura des petites, en fonction de sa stratégie, aura certaines choses. Mais tu verras, voilà, c'est ça. Tu verras que, en fait, moi, mon truc, c'est plus c'est simple, mieux ça marche. Donc, voilà, j'ai pas des tonnes d'indicateurs. D'ailleurs, j'ai pas d'indicateurs. Je trace très peu de niveaux. Je les regarde, bien entendu. J'en trace de temps en temps, mais en fait, je les connais, je les vois. J'ai plusieurs ordinateurs chez moi, donc plusieurs écrans, pardon. Donc, forcément, tu mets plusieurs graphiques sur tes écrans. Donc voilà, en fait, tu as une vue globale du marché suffisante et tu peux attaquer de façon plus simple, quoi. Et je sais pas si t'as vu le film L'Outsider là sur Kerviel. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que c'est ça vraiment quand t'es dans l'univers dans lequel il plonge dans le film, dans les salles de marché? Est-ce que c'était vraiment comme ça à l'époque? Ouais, ouais, il y a des choses qui se passent comme ça. Il y a des choses qui se passent comme ça. C'est sûr que, en fait, tu génères beaucoup d'argent. Donc t'es un commercial, c'est-à-dire que tu vas générer beaucoup d'argent et tu auras un pourcentage de l'argent que tu vas générer. C'est ça le principe du trading.
Et il y a une compétition qui est évidente. En France, il n'y avait pas beaucoup de salles de marché. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Elles sont surtout à Londres. Parce que, enfin, elles étaient à Londres avant le Brexit. Tout simplement parce que le droit du travail permet de dégager une personne quand elle n'est pas assez performante. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après ça, on peut te mettre dans un placard, on peut faire d'autres choses. Mais oui, il y a la compétition en fait, parce qu'il y a pas beaucoup de postes pour l'espace. Donc c'est sûr qu'il faut toujours être aux aguets. Après, je rentrerai pas dans le sujet de Jérôme, mais quand tu engages 50 milliards d'euros sur le marché, tu peux pas être le seul à le savoir. Je veux Ah dire. oui, de toute façon, je t'ai posé cette question, c'est pas par rapport à lui, c'était vraiment par rapport à l'atmosphère qu'il y avait Voilà. dans la salle de marché. Est-ce que ça reflétait ça ou est-ce que pour le film, ils ont un petit peu boosté le truc, quoi? Bon, il y a toujours des trucs où t'enrôles un petit peu, mais globalement, t'as un patron dans cette salle, et puis t'as des mecs autour, et puis il y a des affinités qui se font, et soit il y a des mecs qui sont sympas, tu vois, et qui font un petit peu plus de bénéfices, parce que c'est un bénéfice commun. C'est-à-dire que tu as une table d'opération, tu vas pas gagner un pourcentage de ce que tu fais tout seul. Tu vas gagner un pourcentage de ce que fait l'équipe. Et donc, s'il y en a un qui traîne un peu derrière, bon, bah, ça va être un peu la bête noire. Alors, ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais coups. Mais s'il y en a un qui fait perdre un peu les autres, ça peut mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Et puis, ça peut être ne pas être de sa faute, tu vois. Tu peux avoir une mauvaise série, mais c'est comme ça. Donc, psychologiquement, faut tenir. Parce que derrière, bah, les mecs, ils t'en veulent un peu. Tu vois, c'est comme une équipe de foot, hein. Sauf que t'as pas de bon remplaçant. Donc, si tes performances sont pas là et que les autres, ton patron estime que tu fais de la merde, pour parler franchement, et ben, il te met ailleurs, hein. Et puis voilà, et puis quelqu'un d'autre prend ta place et ça s'arrête là. Et c'était des statuts cadres ou c'était comment ça se passait? Ils pouvaient te virer facilement, je veux dire, ils pouvaient au Tu niveau peux toujours. des conventions, tout ça, c'était comment? Ouais, c'est plus ou moins respecté, hein. Si tu as quelqu'un qui fait pas les bonnes performances, déjà c'est un pourcentage, donc c'est-à-dire que tu as une grosse partie de ton salaire, c'est du bonus. Ça peut être plusieurs années de bonus. Donc ça veut dire que ton salaire, il peut être confortable, mais c'est pas à part les têtes de salle qui peuvent avoir des salaires de plusieurs millions d'euros. Voilà, un trader, c'est un mec qui va gagner je veux dire, junior 50 000 et 150 000 par an. Ouais, ouais. Mhm. Tu vois. Et après, derrière, tu as le bonus. Et le bonus, il peut faire plusieurs années de salaire. Tu peux avoir des bonus à 2-3 millions d'euros. Mhm. Donc, si tu travailles mal, ils te mettront dans un placard. Ouais, Tu ouais. sais, tu as des bureaux sans fenêtre, ils te mettent là-dedans et ils te demandent de faire des rapports toute la journée. Assez rapidement, tu envoies des CV ailleurs pour t'en aller, hein. Ouais, c'est ça, le but c'est que tu partes en fait, mais que ce soit toi qui partes. Ouais, faut qu'ils te mettent ailleurs. Ouais. Ils peuvent te mettre, je dis n'importe quoi, mais tu es de la Société Générale, ils te mettent dans une agence au guichet, tu vois. Et à cette époque où t'étais dans ce milieu-là, est-ce que tu faisais du trading j'imagine que tu faisais pas du trading court terme chez toi en plus, mais est-ce que t'avais des investissements tu sais, des actions PEA long terme, etc. Ou est-ce que tu étais focus sur ton boulot et tu faisais pas de trucs à côté? T'as pas le droit, en fait. Ah C'est-à-dire d'accord. que tu dois obligatoirement donner la liste de tous les comptes que tu possèdes dans toutes les banques où tu es. Et ils regardent les positions que tu fais. Parce que si tu commences à passer des ordres pour toi, en plus de ton boulot, surtout que quand tu passes des ordres, tu décales le marché, pour certains cas, pour des marchés, voilà, ça t'arrive d'être plus gros que le marché, et ben, tu peux avoir enfin, si c'est une espèce de délit d'initié, tu as un biais négatif. Donc tu es bien payé. Donc comme tu es bien payé et que tu as des bons bonus, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Quand tu me dis ça maintenant, c'est vrai que quand tu ouvres un compte chez un broker, il te pose la question, donc c'est pas pour rien. Bien sûr, hein. Ah ouais, il te Bien pose la sûr. question si tu fais partie d'une institution financière ou autre. Ouais. Et du coup, donc et là, bon, on va commencer à avancer dans le temps. Hein. Donc là aujourd'hui, la manière dont tu trades, est-ce que c'est vraiment la manière dont tu tradais à l'époque, ou vraiment il y a des choses qui ont forcément changé, bah, par rapport peut-être à l'évolution, parce que le trading a quand même changé, je pense, hein, au niveau algorithmique et tout, les mouvements sont pas les mêmes. Il y a la THF, il y a pas mal de choses qui sont arrivées et qui font en sorte que tu es peut-être obligé de changer des choses par rapport à comment tu tradais à l'époque, et puis les volumes aussi, parce que j'imagine que tu trades pas aujourd'hui les volumes que tu tradais à l'époque. Non, alors après ça, sur les volumes, c'est pas présomptueux, hein, ce que je veux dire, mais c'est comme si tu es pilote de Formule 1 et qu'on te demande de conduire une Clio, quoi. Donc, et c'est ce que je fais avec les élèves quand on le fait en formation, c'est que je leur fais passer des ordres, des dizaines d'ordres en une demi-heure sur des stratégies particulières.
Et après, quand ils viennent sur le marché, eh ben, ils vont en passer 2-3 et c'est trop facile. C'est très facile. Si tu pousses les gens dans l'extrême, quand ils reviennent sur quelque chose de normal, eh ben, ils ont de la facilité. Et donc aujourd'hui, moi, que ce soit les tailles, on a des règles. Les règles, je les ai gardées, hein, elles sont super basiques. Tu as une limit down, c'est-à-dire un montant maximum que tu as le droit de perdre par jour. Ça, cette règle, je l'ai gardée pour moi et je l'applique. En salle, c'est facile parce que en salle, tu as les premiers écrans que tu vois dans une salle, c'est la gestion des risques. Les gars, ils ont des palmarès devant les yeux, ils ont 9 écrans, ils voient de façon ordonnée les traders qui gagnent le plus et les traders qui perdent le plus. Et ceux qui perdent le plus, ils sont en haut à gauche, et ceux qui gagnent le plus, ils sont en bas à droite. Et du coup, ils surveillent les positions de tout le monde. Et quand tu vas, toi, tu as une limit down autorisée, donc tu as le droit de perdre, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 000 euros par jour. Quand tu arrives à 50% de cette limite, tu as un petit message sur ton écran qui dit Salut Coco, tu Ouais. es à 50%. Tu commences à Toi, déconner. tu le sais, bien sûr. Ouais, enfin, tu le sais, quoi. Ils te préviennent. Quand tu arrives à 80%, à 75%, ils te répètent que tu es à 75%. Et quand tu arrives dans les 90%, en général, ta souris, elle commence à plus bien fonctionner parce que le contrôle des risques prend la main sur ton ordinateur D'accord, ok. pour clôturer tes positions. Toi, tu fermes ton ordinateur, tu prends tes affaires et tu reviens le lendemain. Alors, tu fermes pas ton ordinateur, tu passes dans le bureau du chef avant, tu expliques ce que tu as fait, pourquoi tu as merdé, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, quels sont les engagements que tu as pris. Voilà, tu pars pas tout de suite, mais tu recommenceras à trader le lendemain. Et ça, les gens, quand tu es en salle, en fait, il y a des petites choses très simples que les gens peuvent appliquer, et moi que je conseille à tout le monde. C'est d'avoir ce qu'on appelle un plan de trading, c'est-à-dire une vraie base de trading. Combien est-ce que je m'autorise à perdre par jour? Et ça, tu n'as pas le droit de le toucher plus de 2 fois par mois. Et il y a des gens, en fait, qui, je sais pas, je te dis n'importe quoi, imaginons que c'est 500 euros. Tu es à moins 300, et quand tu es à moins 300, l'idée, c'est pas d'aller jusqu'à moins 500. L'idée, c'est de trouver des opportunités. Si tu n'as pas d'opportunité, parce que c'est aussi le problème des gens, c'est souvent, ils vont trader de l'argent. Mais si tu traites de l'argent, ça ne marche pas. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour gagner des points. Ton métier, c'est gagner des points. Tu vois ce que je veux dire? Un docteur, il n'est pas là pour mettre docteur et avoir des gens qui s'enchaînent dans sa salle d'attente. Il est là pour prodiguer des bons soins, pour qu'ils soient recommandés, pour que les gens viennent. Et c'est les bons soins qu'il va prodiguer qui va lui permettre d'avoir plus de patients. Une boulangerie, c'est la même chose. Si tu fais du bon pain, ça marche bien. Si tu fais du mauvais pain, tu n'auras pas d'argent. Donc ton travail, c'est de donner des bons soins ou de faire du bon pain. C'est pas de faire de l'argent. L'argent, ça vient parce que tu as bien travaillé. Et le trading, c'est la même chose. Et quand on dit qu'il faut que les gens se détachent de l'argent, ça ne veut pas dire que bah, allez, j'ai perdu 500 euros, je m'en fous. Non, 500 euros, c'est beaucoup d'argent. Je ne vais pas me permettre de perdre 500 euros juste pour rigoler. Par contre, là où je dois me détacher de l'argent, c'est parce que je dois me concentrer sur les points. Si je gagne des points, j'aurai de l'argent. Mais si je traite de l'argent en me disant ah, j'ai plus que 50 euros de marge, ou tiens, je suis à plus 200 euros, c'est génial et je sors, non. Si le trade il te donne 800 ou 1000 euros, pourquoi tu sors à 200? Parce que tu regardes l'argent. Et donc c'est ça qu'il faut que les gens fassent et comprennent, c'est qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Bien sûr que dans tous les métiers, tout le monde est là pour faire de l'argent, c'est la base de tout. Tout travail mérite salaire, mais la principale chose qu'on fait, nous, sont des points. Et si les gens arrivent à comprendre ça, déjà, ils ont fait un pas. Donc, pour éviter ça, bah, moi, je retire les indications d'argent à tous les élèves. Et puis, même sur mon ordinateur à moi, alors, sur le carnet, en fait, tu as cours moyen d'entrée. Donc, tu sais si tu es rentré, si tu es positif ou négatif. Ça, de toute façon, ça ne peut pas te mentir. Mais tu ne vois pas les indications d'argent. Tu rentres ton trade, tu sors ton trade, et après ça, tu regardes ton portefeuille. Oui, bien sûr qu'il faut savoir où tu en es. Bien entendu que c'est intéressant de savoir. Après, tu as des petites stratégies. Tu peux faire 4 CITIC 2-3 fois. Ça te fait, avec de l'eau, ça te fait 150 balles à chaque fois. Donc, tu te mets 300-400 euros de côté. Et après ça, tu commences à faire ton trading. Tu as déjà 300-400 euros sur ta journée qui te permettent de prendre des opérations différentes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas gérer tes risques un peu différemment. Mais cette limite, ce daily loss limite, en fait, si tu le touches tous les jours, ton compte, il saute. Ça marche pas. Et en fait, peu importe la stratégie que tu vas utiliser dans le trading, il y a plein de façons de trader différentes. Et moi, les gens, ils me disent, voilà, je fais ci, je fais ça. Ok, ça peut très bien marcher. Il changera. Et quand tu demandes à un trader à partir de quand il est devenu rentable, c'est à partir du moment où il respecte ses règles. Mais c'est pas respecter ses règles une fois de temps en temps, on laisse passer. C'est respecter ses règles tout le temps.
Je mets tout le temps un stop. Ma daily loss limit, elle est respectée tout le temps. Et j'essaye de ne jamais la toucher. Et le j'essaye de ne jamais la toucher, eh ben, on a des petites tactiques pour ça. Typiquement, je prends 2 stops. Eh ben, la troisième position que je vais prendre, je vais diviser ma taille par 2, voire par 3. Ça va pas me permettre de remonter. Ça va me permettre de retrouver des points, des ticks. Je suis là pour faire des ticks. Je suis pas là pour faire d'argent. Et donc, si je fais des ticks, si je fais des ticks et que j'ai 2 lots ou je fais des ticks et j'ai 10 lots, oui, c'est pas le même montant, mais je les fais de la même façon. Comme on trade, on est beaucoup à trader tous les jours ensemble et tout, donc tu as plusieurs profils, hein, bien sûr. Ouais, bien Et sûr. il y a deux choses en fait. On reviendra après sur le daily win. Par exemple, moi, dans mon cas, hein, si j'ai des objectifs journaliers, parce que comme j'ai plusieurs comptes, je suis obligé d'avoir des objectifs journaliers pour chaque compte pour avancer en fait. D'accord. Si par exemple j'arrive à moins 500, pour prendre ton exemple, et que j'arrive à moins 300, moi dans ma tête, il y a un truc qui fait que j'arriverai pas à remonter. Toi, je suis trop près en Ouais. fait. Je suis trop impacté psychologiquement par rapport aux gains que je dois faire, parce que les gains sont beaucoup plus petits. Moi, c'est 150 euros par compte, toi. Et du coup, si je Ouais. suis à moins 300, en fait, je vais tilter. Je sais d'avance que je vais tilter et que j'arriverai au moins 500. Et toute la difficulté, c'est de se dire, ok, bon, bah, en fait, je suis à moins 300, j'ai pas atteint mon daily stop, mais ça sert à rien que je continue, je suis plus dedans. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est mort, ça marche pas, donc je coupe. Ça, c'est une vraie Ouais. difficulté. Et après, en parlant de daily win, donc on a plusieurs profils dans le Discord. T'as ceux qui traitent plusieurs comptes et qui, du coup, ont des daily win précis. Dès qu'ils atteignent le daily win, ils arrêtent. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Mais par Ouais. contre, il y en a d'autres, c'est non, non, moi, le marché, il me donne, je garde, quoi. Toi, il n'y a pas de. Si t'es dans une bonne journée, bah, ça te permet de rattraper tes journées où c'était un moins bon et tu gardes et tu. Et Bien des fois, sûr, hein. sur un mois, ça va peut-être t'arriver 2 fois, mais des fois, ton scalp, il peut se transformer en day trading et puis c'est gavage, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, et ça, en fait, je pense que c'est venu, tout ce qui est daily win, tout ça, c'est venu avec l'apparition notamment des prop firms où tu peux dupliquer plusieurs comptes. Parce que si t'as qu'un seul compte, il y a 100 cas dessus, bah, tu sais, c'est un portefeuille que tu dois gérer, donc c'est pas la même chose. Mais je pense que quand t'as plusieurs comptes qui divisent du coup ton risque total, bah, tu dis, ok, ce compte-là, je fais 150, celui-là, je fais 150, celui-là, je fais 150, toi. Et du coup, la stratégie est pas la même, hein, en termes de gestion du risque et tout ça. Bah, il y a plein de choses. Déjà, le daily win pour moi, il a pas de raison d'être, entre guillemets. Si tu as une obligation de faire un gain journalier, je peux à peu près comprendre. Mais pour avoir fait 10 heures en salle de marché, tu gagnes pas tous les jours. C'est faux. C'est faux. Il y a personne qui gagne tous les jours. Et les mecs qui gagnent tous les jours, il faut qu'ils arrêtent Photoshop. Parce que ça n'existe pas. Il y a des jours où tu prends un stop, où il y a des jours où tu prends une limite. Ça arrive en fait. Où il y a des jours où tu es flat. Ça arrive tout ça. Mais tu vois, moi, euh, je mets jamais de take profit. Quand je vais mettre un take profit, c'est pour prendre 4 ou 6 ticks parce que je vais faire 2-3 fois, 2-3 fois 6 ticks et ça me fait 150 balles à chaque fois. Sinon, je mets jamais de take profit. Je vais accompagner le mouvement avec un stop suiveur. On a des petites stratégies stop suiveur pour les phases d'accélération qui marchent très bien. Pourquoi? Parce que je sais jamais. Personne ne sait quand le marché va s'arrêter. À part celui qui est en train d'acheter, parce qu'on est en fait sur un marché qui fait 150 milliards de dollars par jour, et les 500 plus grosses sociétés de gestion, elles ont 150 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que tu es dans un marché où, pour passer 150 000, tu peux passer que 150 par jour. Donc elles ont une autre problématique. C'est ce qu'on va chercher, nous, dans les carnets, c'est de voir où sont les gros intervenants. Moi, quand j'étais courtier et que j'avais des mecs qui m'appelaient, ils me disaient, bah, Nicolas, il est 8h50, à midi, il me faut 50 000 lots. Et ils raccrochent. Hors de question pour moi de l'appeler à midi en disant, écoute, je t'ai fait ta pause, mais j'ai pris que 20 000 parce que j'ai un super prix. Ils s'en foutent. Il veut 50 000, c'est 50 000. Et je suis peut-être pas le seul, je suis challengé. Il y a d'autres courtiers qui vont faire la même chose parce qu'il a peut-être 200 000 lots à prendre. Et donc moi, il m'en a filé 50 000. Il faut que j'ai un bon cours d'achat. En fait, la bourse, c'est super simple. C'est du commerce. On fait du commerce. On a une marchandise qu'on connaît tous, puisqu'on l'a devant les yeux. On va tous au même endroit pour acheter cette marchandise, c'est-à-dire la bourse. Et pour rentrer sur ce marché, on est obligé de passer par un courtier. Même les sociétés de gestion, même les banques sont obligées de passer par des courtiers. Alors les banques, elles ont créé des courtiers. À la Société Générale, c'est SGSS, tu as BNP Arbitrage. Et tout le monde, elle doit passer par un courtier. Et il y a une muraille de Chine, et le courtier, il n'a pas le droit de prendre de directionnel. Il est là pour exécuter l'ordre de son client. Il prend une commission et son truc, ça s'arrête là. Il va pas plus loin que ça. Et
du coup, il est là pour travailler l'ordre de son client. Alors nous, les petits trucs, je sais pas, les fonds de gestion jusqu'à 500 millions, 1 milliard, les salles de marché, les petites salles de marché, ils s'en foutent. Mais quand tu as des grosses tailles et que tu as un mec qui t'appelle et qui dit tu m'achètes 50 000 lots, ben, si tu achètes les 50 000 lots tout de suite sur le marché, tu vas faire exploser le marché à la hausse et le marché il va redescendre parce que tous ceux qui étaient vendeurs et qui ont vu tous ces gains réalisés parce qu'ils voulaient vendre et qu'en fait le marché continue à monter, donc ils remontent leur vente, ils vont, à un moment, ils vont commencer à vendre et à encaisser leurs bénéfices. Donc le courtier, il ne peut pas se montrer. Il est obligé de rentrer par des petites tailles. Il va morceler ses ordres. Et comme il va morceler ses ordres, il va essayer d'être discret. Malheureusement, quand on fait un trade sur un marché, ça se marque sur un graphique. Donc on va voir sur un graphique des niveaux. C'est pour ça qu'on a des niveaux et qu'on fait que des niveaux horizontaux. Parce qu'en fait, c'est pas un niveau horizontal qu'on cherche, c'est un prix. C'est pas, je veux pas savoir s'il y a un support ou une résistance. Je veux savoir qu'à 4380, à chaque fois que j'arrive dessus, il y a un mec qui vend. Et c'est ce que je dis aussi aux élèves, c'est que là où tu franchis un pas, c'est quand tu regardes un graphique et tu te dis pas, tiens, il y a une tendance haussière, tendance baissière, il y a une bande de Bollinger. Non, là tu regardes ton graphique et tu dis, tiens, il y a un vendeur là. Ah, là, il y a un acheteur. Ça veut dire que tu as compris ce qui est en train de se passer sur le marché. Et le marché, en fait, c'est tout le temps la même chose. Ce sont des mains, ce sont des courtiers qui vont acheter pour des clients. Quand ils achètent, ils font monter le marché. Et à un moment, le marché, il s'arrête de monter. Lui, il va faire quoi? Il va chercher de la quantité. Donc, il va acheter, acheter, acheter. Mais il va arrêter d'acheter. Parce que s'il continue à acheter, eh ben, son client aura un prix qui ne sera pas bon. Et il ira peut-être chez le courtier d'après pour les autres opérations. Donc, il va laisser respirer, c'est-à-dire qu'il va se retirer du carnet. Le marché va redescendre un petit peu. Et comme il a un temps donné pour faire ses opérations, eh ben, il va recommencer à acheter. Et en fait, c'est ces achats-là qui vont faire que le marché va partir en tendance haussière ou en tendance baissière. Après, quand il y a un problème, quand il y a personne sur le marché, parce que tu as une banque centrale dans une semaine ou dans 2 jours, les gros opérateurs, ils vont pas prendre de risques, ils vont pas aller sur le marché à ce moment-là. Ils vont attendre le compte-rendu de la banque centrale pour prendre leur position. Là, c'est la porte ouverte à tous les algos qui vont nous mettre dans un range. Et une fois qu'on a bien identifié le range, ils nous font soit des fake breaks, soit des V-shapes. Donc, une fois qu'on a bien compris leur jeu et quand on arrive à les voir aussi sur le carnet, parce que ils ont une façon de travailler qui est un peu spécifique, et ben on va jouer avec eux aussi. Mais pour revenir sur ce que tu me disais, c'est-à-dire le daily win, pour moi, un daily win n'a pas de raison d'être, sauf si tu as une obligation à gagner. Mais quand une prof firme te dit, je sais pas, tu dois faire 6 000 $ en 10 jours, ça ne veut pas dire que tu dois faire 600 $ par jour. Ça veut dire que tu dois faire 6 000 $ en 10 jours. Il y a des jours où tu vas faire 2000 et il y a des jours où tu feras 200. Pas grave. Et puis, au pire, si tu n'arrives pas en 10 jours, tu prolonges. Mais en fait, c'est comme mettre un take profit. Si tu mets un take profit, sauf si tu as vu un niveau, etc., et que tu vois des vendeurs qui reviennent, tu as une stratégie particulière. Mais pour moi, un stop suiveur, c'est plus efficace parce que quand tu mets un take profit, forcément, tu limites tes gains. On met des stops pour limiter nos pertes, ça, il n'y a aucun problème, je suis d'accord, je le fais. Mais mettre des stops pour limiter ses gains, c'est dommage, tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu vois que tu es dans un range, sauf si effectivement tu vois que le marché bouge 4-6 ticks, 8 ticks, où tu travailles des retours. Et là, le retour, tu sais que ça va être court. Ouais, tu prends vite tes positions, c'est dans un objectif particulier de faire un tout petit peu d'argent pour remettre dans le portefeuille. Mais quand tu veux prendre une tendance, quand tu veux jouer une phase d'accélération, des choses comme ça, si tu l'accompagnes bien avec une technique toute bête, avec des bougies sur 1 minute, nous on apprend des trucs avec les élèves qui marchent super bien, eh ben, tu vas rester 3, 4, 5, 6 minutes dans le mouvement quand il y a une belle accélération. Et si tu regardes ton compteur, bah, tu as 200, 250, 300, tu dis merde, il faut que je sorte. Alors que si tu regardes pas ton compteur et tu regardes ton carnet ou bien ton graphique, c'est-à-dire si tu es là pour faire des points et pas l'argent, tu vas sortir de façon optimum et là, ça te fera 800 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est limiter ses gains, c'est dommage. Après, je comprends que certaines personnes aient besoin de ça. Mais moi, je trouve que limiter, c'est dommage. Si dans ta stratégie, tu as effectivement, je dis n'importe quoi, mais tu as 10 comptes financés et tu as un copieur, parce que sur Ninja, tu peux faire tes copy trading. Eh ben, ouais, c'est bien, c'est super, hein. Et effectivement, ce que tu dis, c'est en termes d'émotion pour n'importe qui, c'est beaucoup plus facile de gagner 100 $ sur 10 comptes que de gagner 1000 $ sur un compte. Donc, effectivement, si la daily limit pour les gars, c'est je fais 100 $, ça me fait 1000 $ et ça me suffit, ça me va très bien. J'ai compris qu'ils voulaient gagner 1000 $ par jour. Je dis juste que s'ils essaient de gagner plus et qu'à chaque fois qu'ils essaient de gagner plus, ils se retrouvent perdants, bon, bah, il y a un truc à travailler.
Mais si le marché il donne 500 au lieu de 100, et ben ces 500-là, tu les as pas. Maintenant, ce qui est important aussi et ce qui est pas mal dans les limites d'une autre façon, c'est que la bourse, c'est le monde des regrets. On n'est jamais content de ce qu'on fait. On n'est jamais content des trades qu'on fait. On n'est jamais content des points d'entrée. Et au contraire, il faut travailler cette émotion et se dire que quand tu fais un trade et que tu gagnes de l'argent, si tu es bien rentré sur un point bas, sur un point haut, et que ton trade, tu l'as bien accompagné comme tu as l'habitude de le faire, et tu sors et que le marché te donnait 40 points et tu n'en as pris que 10, mais il faut que tu sois satisfait de ton trade. Parce qu'il faut que tu sois satisfait de ta stratégie. Et l'insatisfaction, elle va naître. Parce que de temps en temps, c'est très rare, mais de temps en temps, tu fais le trade parfait. Le point bas jusqu'au point haut. Et tu sors ça et ça te fait un montant sympa. Et du coup, ton cerveau, il veut reconnaître cette sensation. Ils vont recommencer à l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, tu vas essayer de retrouver cette sensation et du coup, tu ne seras jamais content de ce que tu vas pouvoir avoir. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve aussi chez pas mal de gens, c'est cette insatisfaction. Alors que c'est la même façon que, tu vois, si je commence à 0, je monte à 2000 et je finis à 500, eh ben, je ne serai pas content parce que j'avais 2000. Et si je pars à 0 et je sais pas, je fais à moins 300 et je remonte à 500, bah, je serai super content. Pourtant, dans ces 2 journées-là, j'ai gagné 500. L'émotion que j'en sors, c'est pas la même. Donc il y a un travail sur l'émotion à faire. Bien entendu, quand je suis à 2000, moi je finis pas la journée à 500 parce que je me mets effectivement une espèce, comme vous apprennent les profs firmes, comme les profs firmes elles font, c'est ce qu'il faut faire. Une espèce de trailing drawdown, sauf que ce trailing drawdown, ce stop suiveur, entre guillemets, ce drawdown suiveur, en fait, c'est de se dire que quand tu as 2000 sur ton compte, merde, tu peux pas finir à 500. Tu finis, tu finis à 1005. Je veux bien que tu finisses à 1005, à 1002, allez, mais pas plus. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, pour moi, la gestion des risques, c'est pas juste mettre des stops, c'est gérer aussi ses gains, c'est gérer ses émotions, et que mettre des stops, c'est pas juste je mets un stop et j'attends de voir ce qui se passe. Non, c'est protéger assez vite sa position pour se mettre break-even plus 1, par exemple. Et là, parce que, bon, pour resituer un petit peu le contexte, toi, ton trading, c'est donc au carnet. Donc ça veut dire que tu vas rentrer sur le carnet sur du scalping, parce que tu parlais de 5-6 minutes, donc sur du scalping, mais si tu es vraiment dans une impulsion, tu vas suivre ton stop et ça peut durer peut-être plus longtemps et tu peux profiter d'un gros mouvement finalement, en étant chargé du coup, vu que tu pars sur du scalping à la base. Ça peut durer plusieurs heures, mais ça, pas à chaque fois. Le carnet, ça va t'offrir des points d'entrée qui sont magnifiques. C'est-à-dire que c'est souvent sur des mèches de bougies. Donc t'es très souvent bien rentré. Après, chacun doit gérer sa sortie. Est-ce que tu es un trader de tendance et du coup tu veux garder une tendance et tu as réussi à attraper un point bas et là, le marché reprend? Ou bien tu es un trader qui aime pas trop être dans le marché et donc tu vas faire quelques opérations, tu fais quelques tickets, tu t'en vas. Et donc voilà, donc c'est vrai que le trading c'est un ensemble. Déjà il faut que ce soit adapté à la personne, il faut que la personne elle soit confortable. On peut pas mettre une chaussure à un pied d'une personne qui n'a pas sa taille. Donc, on ne va pas apprendre aux gens à faire du trading. D'une certaine façon, ils sont obligés de faire ça, sinon ça ne marche pas. Non, tu leur apprends la gestion des risques, tu vas leur apprendre euh, des stratégies d'entrée-sortie, parce que nous, on n'en a pas qu'une seule. J'ai de l'écart type, en fonction des journées qui montent ou qui descendent. J'ai une façon de travailler avant une banque centrale, donc la veille ou la semaine, parce qu'en ce moment, c'est plutôt les 2-3 jours qui s'y précèdent. Je vais trader d'une certaine façon. Après la banque centrale, je vais trader d'une autre façon. Quand le marché est en range, je vais traiter d'une certaine façon, et puis quand il est en directionnel, je vais traiter d'une autre façon. Il n'y a pas 50 stratégies non plus, elles sont assez simples. Mais il y en a 5, 6, 7. C'est une combinaison de choses, et ça permet de voir en fonction du marché dans lequel on est, comment on va pouvoir faire des points. Mais effectivement, nous, notre façon de travailler, c'est avec le carnet, on a des beaux points d'entrée. Donc je t'ai mis des carnets, là, enfin c'est l'image que tu as sous les yeux, tu le sais. Mais là c'est OSTC, donc les 450 traders et les 17 bureaux dans le monde. Donc c'est une grosse société, c'est une grosse trading arcade, c'est ce qu'on appelle une trading arcade, c'est-à-dire un investisseur qui vient, qui met entre 100 et 500 millions d'euros et qui va demander à plusieurs desks de traders de s'en occuper. Et les mecs, ils doivent faire entre 10 et 15% par an, peu importe la direction du marché. Donc c'est à peu près ça leur travail. Et, et donc, tu vois que chez ces professionnels, eh ben, tu regardes leurs écrans, ils ont que des carnets. Les graphiques qu'ils vont avoir, c'est des graphiques super simples, sans forcément d'indicateurs, sans rien du tout. Et en fait, ce qu'ils vont chercher,
c'est vraiment ce on va chercher tous, c'est où est le gros, en fait? Où est le gros? Qu'est-ce qu'il va faire? Avant, quand la bourse était, moi j'avais fait en 96, j'avais fait un stage au Matif. Donc Matif, c'était un des derniers marchés à la criée. Et en fait, tu vois, donc c'est marrant parce qu'il y a plein de termes en bourse qui datent d'avant. La chambre de compensation. Alors le front, middle et back office, bah, c'est pas difficile. C'est comme un amphithéâtre à l'intérieur de la bourse. Les premiers rangs, c'est le front office. C'est là où en fait les mecs ils ont le téléphone et ils appellent le trader, donc le mec qui est debout et qui revient vers le bureau, et ils lui disent tu m'achètes ou tu me vends ça. Ça c'est le front office. Le téléphone il vient sur derrière le middle office qui va surveiller les opérations. Entre le back office, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait comme opération, j'ai acheté, j'ai vendu, combien, ok, et back office derrière, et ben, c'est les gens qui étaient juste derrière l'amphithéâtre et qui notaient. Parce que quand c'était à la criée, toi, tu es devant, je sais pas, il y a 100 mecs ou 150 mecs qui sont qui sont sur le parquet, donc autour de la salle. Ils se font des signes pour se dire j'achète, je vends. Mais si j'achète 2000 contrats et puis je dis à un mec et il me dit ok, il a pas noté ou il a oublié un truc et que derrière le marché s'est écroulé et qu'il vient me voir, qu'il me dit bah tu m'as acheté 2000 contrats, je dis bah non. Ah bah ouais si. Alors est-ce que tu as acheté, t'as pas acheté? Des erreurs comme ça, il y en avait tout le temps. Donc il y a un arbitre dans la corbeille, là, sur le parquet, une espèce d'arbitre qui est un commissaire qui va valider ou non les opérations, faire en sorte que ça fonctionne. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans le sens où il n'y a plus d'erreur. Si tu passes un ordre, c'est validé par l'électronique, ça c'est fabuleux. Mais quand tu étais sur ce parquet, tu connaissais les gars parce que bah, le mec, la veste jaune, c'était un dos Suez, je ne sais même pas si un dos Suez existe encore, ou un dos Suez, tu avais Paribas, tu avais BNP, Société Générale, etc. Et en fait, tu savais quel était le mec qui avait les grosses tailles. Parce que quand tu as, comme dans tous les métiers, tu as des grosses tailles, donc des produits importants, tu vas pas les donner à tout le monde, tu vas les donner à certaines personnes. Et donc, quand tu as 100 ou 150 personnes que tu vois tous les jours, je sais pas, là, les auditeurs, vous devez certainement, il y en a plein qui doit être salarié d'entreprise. Bah, quand tu rentres dans ta boîte, si tu es dans une boîte de plus de 100 personnes, et c'est assez régulier, eh ben, je sais pas, au bout de 2 mois, 3 mois, tu connais au moins la moitié des personnes, ne serait-ce que de vue. Donc les gars, ils passaient toute leur journée ensemble au même endroit. Donc forcément, tu vois qui fait les grosses tailles, qui fait les petites tailles. Donc dès qu'il y en a un qui commence à s'énerver, tu le vois avec sa veste, il arrive, il commence à acheter un petit peu. Les négociants pour compte propre, ce qu'on appelle les Golden Boys, ils avaient une Golden. C'était des mecs qui avaient vu, qui connaissaient le type qui allait acheter. Ou là, ta question que tu m'as posée tout à l'heure, est-ce que quand tu faisais ton trading, tu avais le droit d'avoir un compte pour toi? Non. Mais par contre, les négociants pour compte propre, ils avaient des potes qui bossaient dans les grosses banques, qui se faisaient un petit clin d'œil, un petit signe, un petit machin. Et au moment où il allait passer ses ordres, l'autre, il achetait vite la quantité. Et puis, celui qui passait la grosse quantité, eh ben, il faisait monter le marché graduellement, hein. Il essayait quand même de travailler son ordre parce que c'est son travail. Et quand il avait terminé ses achats, bah, l'autre qui avait acheté, hop, il soldait sa position et il s'était fait, je sais pas, 20, 30, 50 ticks, tu vois. Et c'était du 100%. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, il se filait une enveloppe, il se filait un virement, voilà. C'était la commission du petit tuyau que tu m'avais donné. Ça, c'est ce qui se passait avant. Aujourd'hui, ça se voit plus tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les opérations ne se perdent plus. Tu passes un ordre, il est vraiment exécuté. Il y a une vraie transparence, c'est-à-dire que toutes les opérations sont visibles par tout le monde. C'est ce qu'on aime bien dans le marché réglementé. Il y a un ordre d'arrivée, c'est-à-dire que bah, je suis premier là sur 4300, je veux rentrer. J'ai un lot. Tu as Goldman ou tu as BNP qui arrive et qui en veut 10 000, ben, ils attendent que mon lot soit exécuté. Ils passent pas. Sauf s'ils payent plus cher, bien sûr. Mais pour le même prix, ils sont obligés d'attendre que je sois exécuté. Donc toutes ces règles, en fait, elles font que le trading au carnet, et c'est bien simplifié. C'est vrai qu'il y a pas mal de gars qui étaient sur les parquets qui ont eu du mal avec le passage électronique parce que bah, ils se voyaient plus en fait. Ouais, il n'y a plus cette relation humaine. Ouais, ils se voyaient plus, tout ça. Une histoire qui dit que, il y a une société de courtage, ils étaient une dizaine, ils arrivent au Vaudeville, qui est le restaurant autour de la bourse, ils s'installent, et puis il y a un mec qui arrive et qui rentre dans le resto pour passer la commande, il dit vous levez et vous changez tous de place. Donc ils sont levés, ils ont changé de place, et le mec est revenu et il a posé les assiettes à chacun, la bonne assiette devant chacun. Et le type a dit écoute, tu rentres ton tablier, tu viens avec nous, et en fait il avait une mémoire de fou. Donc il fallait se souvenir en fait des opérations avec qui tu avais travaillé. Et c'est ça qui te permettait d'avancer. Donc en fait, tu avais certaines compétences de ce style. Donc c'est devenu un courtier. Ça lui a changé sa vie d'avoir une bonne mémoire, quoi. Mais, euh, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, sur de l'électronique, nous, ce qu'on aime bien, c'est bah, qu'on se voit tous, qu'on voit les entrées et sorties des gros, que ce soit sur un graphique, sur un carnet, il y a toujours des solutions.
en fait. Et c'est ce qu'on va chercher, c'est tout simplement d'avoir des bons points d'entrée. Et avant de basculer sur un peu les techniques que vous utilisez de trading, j'aimerais bien qu'on parle un peu psycho. Et un truc que j'aimerais savoir, c'est à l'époque où tu bossais en salle, est-ce que tu as vu des gens qui tiltaient complètement et qui déraillaient complètement sur les marchés? Bien sûr, ouais. Ouais, Ouais, il y en a qui prennent des engagements, qui n'y arrivent pas et des mecs qui se mettent à pleurer, qui cassent un écran, euh, comment ça s'appelle, le clavier sur le bureau. Ça se voyait. Après, t'es quand même encadré, c'est-à-dire que t'as des coachs qui sont là, comme une équipe de foot. T'as un coach mental qui vient d'accord. pour la confiance en toi, pour la gestion de tes émotions, pour tout ça. Et puis si tu fais ça un peu trop souvent, tu dégages. Ouais, ouais, tu dégages. Donc, Bah ouais, c'est une maîtrise des émotions, le trading aussi. C'est une connaissance de soi et une maîtrise des émotions. Donc, exactement. t'as Bah, le il y a droit. plein de gens il y a plein de gens qui se mettent au trading et qui apprennent plein de choses sur eux. Ah ouais, mais de toute façon, moi j'en suis convaincu et beaucoup partagent cet avis, c'est que le cheminement dans ta vie de trader sur les années et tout, c'est avant tout un, un regard sur soi, un travail sur soi, une connaissance de soi, qui, je pense, pas beaucoup d'activités qui peuvent fournir ça, quoi. Bien sûr. Et Après, bah, tu vois, il y a un comparatif avec les sportifs parce que les sportifs, en fait, ils sont plutôt pas mal. Moi, j'ai un joueur professionnel dans mes élèves ouais, qui joue en Turquie parce que c'est la fin de sa carrière, mais qui a joué en Europe, dans des clubs anglais et tout comme ça. Je vais en pas dire foot? son nom, mais ouais, 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 en Ligue 1. Ok, d'accord, ok. Euh, il joue en première division. Et là, il finit en Turquie. En fait, il a la même rigueur. C'est des mecs, ils savent jouer au foot. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour faire des entraînements pendant des heures à faire des passes. Par contre, ils ont besoin toujours d'avoir un coach. Même à 30 ans, tu peux toujours avoir un coach qui te motive, avec qui tu vas discuter, etc. Et il t'explique que quand tu es sur le terrain, il faut que tu gères tes émotions. Parce que quand tu te prends un tac avec le mec qui t'a fait mal, faut pas que tu ailles lui mettre une claque, tu vois. Faut pas que tu ailles te venger, sinon tu prends un carton, tu sors. Et avec le recul, ton émotion, en fait, elle va casser ton rythme. Donc il faut que tu retiennes tout ça. Tu rates un ballon, c'est pas grave, tu continues. En fait, faut que tu continues à avancer pour que toutes ces émotions elles glissent et qu'à la fin du match, bien entendu, si tu as envie de pousser un cri ou faire autre chose, pas de souci. De toute façon, il y a un moment, il faut se relâcher. Et quand les gens ils sont devant leur écran, la meilleure des choses, pour moi déjà, c'est lâcher la souris de temps en temps. Parce que quand tu as la main sur la souris, tu as envie de passer des ordres. Quand tu tiens pas la souris, attraper la souris, ça prend 1 seconde, 2 secondes. Non, mais c'est un truc con, mais... Si- Mais ouais, mais Ouais. si t'as rien devant les yeux, c'est-à-dire que si t'as aucune opportunité en fonction de ta stratégie, pas de support, pas de résistance, je sais pas, le marché bouge pas, il est au milieu, lâche ta souris. Tu lâches ta souris. Moi, certains élèves, je leur demande de se mettre debout. Parce que quand ils regardent leur graphique, qu'ils te mettent ça en 1 minute et qu'ils cherchent, ils voient rien, et je leur dis, bah, mettez un en 1 minute, un en 5 minutes, par exemple, ou un en 1 minute et un en 15 minutes, pour avoir un peu de recul. Et si tu te mets debout, mets-toi debout devant ton ordinateur, avec tes graphiques, bah, tu vas voir des choses différentes. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues en étant devant. Bah, tu prends de la hauteur. Et en fait, Tu prends de la bah ouais. hauteur, tout simplement. Hmm. Et dans la gestion de ses émotions, si tu sens que tu es agacé par tes positions, parce que je les vois, moi, les débriefings d'élèves qu'on fait, quand le mec il me file des bougies 1 minute et que en 3 minutes il a passé déjà 4 opérations, je dis ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, La première, elle t'a agacé et après tu as essayé de te venger. ouais, c'est ça. Je leur mets des trucs tout bêtes, je leur mets un timer. Tu rentres dans le marché, quand tu es sorti du marché, t'as pas le droit de rentrer pendant 3 minutes. Et tu mets un timer. Et du coup, il y a deux effets. Effectivement, ils vont passer moins d'ordre, mais surtout, ils vont être beaucoup plus sélectifs. Parce que comme ils savent qu'ils peuvent pas trader comme ils veulent, ils vont faire attention aux opérations qu'ils vont faire. C'est comme quand je mets deux élèves côte à côte, j'essaye de les choisir, mais ils sont complémentaires. Et tu mets deux personnes côte à côte. Même si ce pas des élèves, même dans ton audience là, s'il y a des gens qui ont envie de se mettre en équipe, vous mettez deux côte à côte. Enfin, côte à côte ou à distance, avec un zoom, ce que vous voulez. Il y en a un qui fait les entrées et qui doit les expliquer. L'autre n'a pas le droit de dire non, tu rentres pas. Il écoute, c'est tout. Il y en a un qui fait les entrées et c'est l'autre qui fait la sortie. Et celui qui a fait l'entrée n'a pas le droit de dire non, je suis pas d'accord, on sort pas là. Non, non. Il y en a un qui rentre et l'autre qui sort. On doit justifier le trade qu'on fait. Et ben, je te jure qu'on a des résultats de fou. Ah ouais, non, mais Tout simplement. c'est intéressant. Bah ouais. Tout simplement parce que ils sont obligés d'expliquer ce qu'ils vont faire. Et ça marche pas, ça. Ouais, ouais. Les choses que tu as mis en place, toi, de ton côté, pour éviter de partir en vrille. Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, la difficulté pour les traders particuliers par rapport aux traders professionnels, c'est l'entourage. Parce que quand tu es en salle, déjà, tous les jours, tu dois faire un rapport. Est-ce que
Je pose la question à ton audience et posez-vous la question. Est-ce que tous les soirs, même pendant 3 minutes, hein, ça vous prend 2-3 minutes, vous prenez un fichier Excel dans lequel vous mettez le montant des gains que vous avez fait, le nombre de trades que vous avez fait, par exemple, la volatilité du marché, est-ce que c'est un marché volatile ou pas, et est-ce que vous faites ça par marché? Typiquement, est-ce que vous traitez le S&P et le Nasdaq? Et ben vous séparez les deux. Est-ce que vous traitez toute la journée, ce qui est pour moi une hérésie parce qu'on est fatigué, parce qu'il n'y a pas... Il y a des moments, en fait, tu fais en 1h30 ou 2 heures, tu fais plein d'argent. Et si tu veux recommencer, tu recommences 3-4 heures après, sur la fin de la séance, tu vois, tu fais 15h30, 17h. Nous, c'est le live de trading qu'on fait, c'est 15h30, 17h. Mais après, un 20h, 22h, par exemple. C'est largement suffisant. Et déjà, 15h30, 17h, on fait des belles journées. Donc ça suffit. Moi, je suis plutôt en dilettante. Donc, j'ai pas besoin de ça. Mais ça fait quand même des belles journées et ça suffit. Rester trop longtemps sur son ordinateur, ça marche pas. Mais donc faire un fichier Excel de suivi, parce que nous en salle on est obligé de faire ça, ça va donner du recul. Ça va te permettre de regarder quel est ton objectif. Tu veux gagner juste une journée ou tu veux avoir des semaines vertes? Si tu veux enchaîner les semaines vertes, il faut que tu fasses un fichier. Et ça, le recul que ça te donne, c'est un élément tout bête, hein. Mais si sur une semaine, je sais pas, je dis lundi tu as eu 300, mardi tu as gagné 500 et mercredi tu as gagné 200, si le jeudi tu commences à tilter et tu vois que tu es déjà à moins 250 ou moins 300, le fait de savoir que lundi, mardi, mercredi tu as gagné, eh ben ça va t'empêcher de faire plus qu'une perte de 500, c'est-à-dire de dépasser la limite que tu as le droit de faire. Parce que tu es dans un objectif plus long terme. Et puis Et tu c'est ça la t'imposes difficulté. ouais, tu t'imposes, en fait, en faisant ça, tu t'imposes un cadre Une rigueur. et une routine. Parce que la Ouais, routine, mine de rien, c'est super important, hein. Donc tu t'imposes une routine c'est pour essentiel. pas vriller. Et après, la difficulté, c'est de le faire tous les soirs. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup, tu vois, ça prend deux t'imposes ça aux minutes. gens, mais les gens le font pas, hein, en vrai. Mais ouais, c'est ça, mais ça prend 2 minutes. Quand tu es en salle, déjà, tu as des supérieurs qui regardent tes ordinateurs. Tu as un contrôle des risques, donc tu peux pas aller au-delà de la limite. Donc là, quand tu es chez toi tout seul, bah là, tu peux. Donc il faut que tu t'astreignes à ne pas aller. On n'a pas de solution. Alors apparemment, maintenant, Rhythmic, pour les propres firmes, ils le proposent. Et normalement, tu peux aller sur ton compte AirTrader Pro et mettre cette limite. Quand tu as un compte chez un vrai courtier, enfin, c'est pas je dis pas que les profs ne sont pas des vrais courtiers, mais quand tu as un compte chez un courtier, c'est-à-dire que c'est ton propre argent, et ben tu demandes à ton courtier de te mettre cette limite. Et pour changer la limite, il faut envoyer ta carte d'identité ou ton passeport, un email, etc. C'est compliqué. C'est fait exprès que ce soit compliqué pour que tu te dises pas, allez, je mets une limite, mais allez, non, je m'en fous, j'y vais quand même. Et en fait, cette rigueur, nous, on l'a d'office en salle, parce qu'on n'a pas le choix. On doit respecter ces règles. Mais après, quand tu es chez toi, bah, malheureusement, tu n'as pas cette rigueur. Donc cette rigueur, elle peut être apportée par un fichier Excel tout simple, en fin de journée. Et puis cette rigueur, bah, il faut qu'elle soit apportée par des systèmes, par exemple, chez ton courtier, où tu lui demandes de bloquer tes opérations, ou voilà, c'est des choses à faire. Mais moi j'ai été obligé de le faire. Donc maintenant, c'est dans mes habitudes. Bah, d'ailleurs, en haut à droite Mais, de l'écran, parce que j'ai fait une vidéo, moi, un tuto, en fait, sur Rhythmic, comment mettre Daily Stop, Daily Win, bah voilà, comment bloquer aussi, toi, ne pas prendre des mini, prendre que des micros, par exemple. Toi, des trucs comme ça. exactement. Des sécu, en Mais bien fait, hein. sûr. Donc, bah, je vais mettre la vidéo en haut à droite de l'écran, là, vous avez la vidéo, si jamais ça vous intéresse, pour sécuriser vos comptes, hein, tout simplement, hein. Mais c'est essentiel, c'est essentiel. En fait, c'est pas difficile. Sécuriser son compte, c'est comme si tu prenais tout le temps l'autoroute dans le bon sens. Et quand tu sécurises pas ton compte, que tu t'autorises à dépasser ta limite, eh ben c'est que tu prends l'autoroute dans le mauvais sens. Et je suis sûr que personne n'a envie de prendre l'autoroute dans le mauvais sens. Donc si alors je te parle pas à toi ou je te parle à toi mais à ton audience, mais si un jour tu te dis allez je passe, j'ai ma daily stop limite à 500, allez je monte à 600, à 700, à 800. Et bien ce jour-là, s'il te plaît, tu vas dans ta voiture et tu prends l'autoroute dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça. Parce que tu viens de le faire. Ouais, Donc ouais, fais-le vraiment. ouais, ouais. C'est ça en fait. Et c'est demande à un trader rentable qui a fait qu'il soit devenu rentable, c'est le respect des règles, mais systématique. Et les gens qui me disent ah j'ai sauté mon compte, mais je sais très bien comment ça s'est passé. Ils ont pensé avoir raison. En fait, Ils ont pas les gens ils accepté le sont tout le début de temps la dans la perte. Ils ont pas accepté gare. le début de la perte, et puis ça a enchaîné. C'est une réaction Ouais. en chaîne après. En fait, ils commencent à perdre et du coup ils renforcent pour se dire allez j'ai un cours moyen d'achat plus intéressant ou un cours moyen de vente plus intéressant. Mais ils vont renforcer une position perdante et si le marché les emmène, le marché les emmène, hein. Il n'y a rien qui arrête le marché. Le marché il fait 150 milliards. Donc Ouais, c'est comme vouloir mettre une claque à Tyson x 10 quoi. ouais, ouais. T'as 10 Tyson devant toi et tu leur mets une claque à tous.
tu t'en prends une. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, ouais. Donc, il faut accepter la perte. C'est là où, effectivement, la gestion des émotions, elle est essentielle. Et c'est ce que je disais, c'est respect des règles, respect des gains, gestion des pertes, et puis les émotions. La gestion des émotions, elle est essentielle. Elle ne se fait pas toujours tout seul parce qu'elle est difficile. Les gens, souvent, quand on parle avec eux, ils connaissent leurs défauts. Oui. Donc, ils vont dire, ouais, je sais, là, j'ai merdé, j'ai fait ça. Je sais que j'ai pas le droit de faire ça. Je sais que je le fais à chaque fois. Bah alors, ouais, mais j'y arrive pas. Bah ouais. Et bah, toi, comment tu- est-ce que tu pratiques par exemple pour justement gérer cette émotion et gérer au pire ta journée de trading? Est-ce que tu t'es amené à méditer par exemple ou faire de la cohérence cardiaque? Voilà, Non, divers exercices de respiration ou le sport peut-être à fond dans le sport ou quelque chose, une routine qui te permet de ça d'être m'arrive de focus. pas être dans le bon sens du marché. Ça arrive à tout le monde. Quand je vois que je fais n'importe quoi, c'est-à-dire que je fais un trade, deux trades, et puis je me dis, mais pourquoi je fais ça? Même moi, tu vois, ça fait 23 ans que je fais ça. Ouais. J'ai le doigt sur la souris, je clique et je sais très bien qu'au moment où je clique, je dois pas cliquer. Ouais. Non mais Et oui, je je vois tout à fait de quoi ça, tu parles. Ouais. j'arrête tout de suite. Je me lève, je vais boire un verre d'eau, je vais dans la rue, je m'achète un coca, je vais jouer avec mes gosses. Ouais, tu pourrais faire du sport, tu mets tes baskets et courir. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a peur de rater l'opportunité qui est devant nous. Mais si tu regardes un graphique, tu te rends compte des opportunités, il y en a tout le temps. Donc bah ouais, mais laissons passer cette opportunité, on en prend la prochaine. En fait, souvent, on se donne pas du temps. On se dit toujours, moi, il y a des mecs qui viennent me voir, ils me disent, écoute, quand j'ai le jeu en téléphone, ils me disent, bon, je peux espérer gagner combien? Je lui dis, si tu me dis, je veux gagner 500 balles dans un mois, je te dis non, c'est pas la peine, ça marchera pas. Si tu me dis, je veux gagner 500 balles dans 6 mois, là, je te dis, non seulement c'est bon, mais tu le feras dans 2 mois. Parce que tu n'auras pas la pression de devoir les gagner tout de suite. Et parce que tu ne seras pas pressé, donc tu vas apprendre gentiment, tu vas faire grossir ton truc gentiment. Il y a des mecs, quand ils ont plus 50, ça les fait chier, ils repassent des ordres. Juste parce qu'ils ont plus 50 et qu'ils voulaient plus de 100. Ils finissent à moins 300. Non, t'as plus 50, t'as pas d'opportunité, bah ta journée elle est 50. C'est une journée positive. Donc c'est vrai que il y a comment dire, des méthodes et des choses à appliquer qu'il faut apprendre. C'est un vrai métier en fait. Il faut l'apprendre, c'est tout. C'est un vrai métier. Je vais pas faire un métier que je connais pas si je suis pas formé. Et je vais pas aller médecin. Si j'ai envie d'être médecin et je vais acheter un scalpel et je découpe ma petite sœur, je vais avoir des pertes. Et mes parents ils vont pas être contents, tu vois. Donc c'est un métier en fait. Donc il y a des stratégies, effectivement, il y a des techniques pour gérer ses émotions, pour gérer ses risques. Comme tu le dis, moi quand je fais du sport, ça me fait du bien. Je rentre d'une session de sport, que ce soit une demi-heure de course à pied, n'importe quoi. Tu as fini ton sport, tu sens que les émotions que tu avais, tout ce que tu avais en toi, en fait, sont partis. Ça peut être faire des pompes à côté, ça peut être te lever, prendre un verre d'eau, parce que c'est vrai que tout le monde ne fait pas du sport, ou tu peux avoir d'autres choses, en fait. Il faut, en fait, changer ton... Il faut essayer de ressentir ton émotion, Il faut sortir de et la être sûr bulle. que... Il faut sortir de la bulle Voilà, dans laquelle tu es à l'instant T, quoi. Ouais. exactement. Ça, faut que ça s'en aille. Et pour que ça s'en aille, chacun a sa méthode. Il y en a qui aiment bien... Il y en a qui aiment bien se balader, il y en a qui aiment bien passer des coups de fil, il y en a qui aiment bien jouer avec leurs gosses, il y en a qui aiment bien faire un jeu électronique, regarder un film. Quand tu sens qu'en fait c'est pas ta session, quand tu sens que tu commences à faire des trades et c'est pas les bons et que tu commences à avoir un esprit déception, un esprit de revanche, ça marchera pas. Et il y a un autre élément, et une petite astuce. Moi, ce que je dis aux gens, c'est arrêtez de croire que vous vous battez contre le marché. C'est pas la bagarre. Je veux dire, le marché, il sera toujours plus fort que toi. C'est un océan déchaîné qui claque les rochers et tu vas avec ta planche de surf. Tu vas te faire défoncer, ça marchera pas. Prends le marché comme un camarade, comme un partenaire, comme quelqu'un qui va te montrer la voie pour t'apporter des points. Et il y a des jours où il te montre une voie et tu l'as pas comprise, il te prend les points. C'est pas grave. Par contre, il va te donner des points. Mais le nombre de mecs que j'ai déjà vus, mais avec des dizaines et des centaines de millions d'euros, vouloir s'entêter sur le marché et prendre des claques, c'est un truc de fou. Donc nous, avec nos petits comptes, euh, on se fait balayer, tu vois. 150 milliards de dollars par jour. Mais je suis sûr que tu as une très très belle audience, mais je suis sûr qu'il n'y a personne qui les a sur son compte, parce que même Bernard Arnault les a pas. Et ça va devenir l'homme le plus riche du monde une fois que, comment il s'appelle, qu'Elon Musk sera en dessous. Enfin, soyons concrets. En fait, on vient jouer dans une cour, il y a des règles à respecter, et il y a quelqu'un qui met les règles. Il faut qu'on soit comme un gamin qui obéit.
On n'a pas l'habitude de faire ça, on est souvent autodidacte, on a souvent, si dans ta vie, tu as fait plein de trucs, qu'on t'a jamais appris et ça a très bien fonctionné, qui peut très bien marcher dans plein de domaines différents, hein, et ben, la logique de suivre des règles et de te dire: «Là, pour le coup, j'ai pas le droit de faire comme d'habitude», c'est difficile. Mais tu as pas le choix, en fait. Et ce qui va te faire en sorte que tu as pas le choix, c'est, bah, d'enchaîner, des comptes, d'évaluation. C'est, les pertes successives. En fait, les gens, ils commencent à se poser des questions au bout d'un certain nombre d'échecs. En fait, c'est ça, il faut apprendre ce métier et il faut se mettre des règles. Respectez vos règles, vous serez rentable. Après, la stratégie que vous adaptez, que ce soit du market profile, du footprint, des bandes de Bollinger, des nuages, ce que vous voulez, si ça fonctionne, tant mieux. On ne change pas une équipe qui gagne. Des façons Exactement. de travailler sur le marché, il y en a des tonnes. Mhm. Mais si tu es bien rigoureux, si tu suis bien ton plan de trading, c'est-à-dire tu respectes tes pairs, et c'est là où je trouve que les propres firmes, c'est vraiment pas mal, parce qu'avant que les propres firmes arrivent, nous, les mecs, ils ouvraient leur compte en direct et ils fumaient leur Mais compte. on fumait le Parce compte, mais que, bien sûr, mais c'était la grande époque des CFD, se sont gavés là-dessus, quoi. bien sûr, surtout que le CFD, ils mettaient un levier astronomique. Ouais, Donc les gens contrôlaient pas le levier. Puis ça devenait du casino. Tu mettais, les mecs, ils mettaient 500 balles et ils c'est disaient, ça. allez, si Apple monte de 1%, je fais 500 balles. Ah ouais, mais si elle baisse de 1%, bah, je l'ai perdu. Ok. Bah oui. Ah ouais, c'est ça le problème, hein. C'est pas du trading, ça, c'est du PMU. Ouais. Mais c'est pour Donc, ça, non mais tu sais, je veux dire un truc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant d'appréhension par rapport au trading, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas avoir ton entourage qui va te dire que c'est de l'arnaque. ah oui, Bah, déjà d'un, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, ça c'est une réalité. Il y a beaucoup de formations bullshit, ça c'est une réalité aussi. Il y a très peu de formations de qualité, ça c'est une réalité. Puis tout ce qui est sur YouTube, tout ce qui traîne sur YouTube, il y a tellement de bullshit que du coup les gens vont penser que c'est une arnaque. Et du coup, même quand quelqu'un se lance dedans parce qu'il est intéressé, il va, dans un petit coin de sa tête, il va se dire, de toute façon, c'est pas quelque chose de, toi, c'est pas réel, c'est pas, donc il va le prendre comme un jeu. Il va pas le prendre comme une réalité. Et c'est au bout de plusieurs années, sauf certains, bien sûr, qui ouvrent les yeux rapidement, mais c'est au bout de plusieurs années que là, tu vas dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, on fait attention, quoi. exactement ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Moi, souvent, j'ai un petit sujet dans les formations, une vidéo sur les arnaques. Déjà, bah, les trucs basiques sur les arnaques. Quelqu'un qui vous dit je vais mettre un trader à disposition, ça déjà tu te casses. Parce qu'un trader, c'est 5 millions d'euros. À rarement que tu aies 5 millions d'euros et que tu files ça à une institution, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre un trader pour un compte à 2000 balles. Des rentabilités mensuelles, ça n'existe pas. Je te promets, la semaine prochaine, le mois prochain, je te fais 12%. Non, ça n'existe pas. Ça marche pas, ça. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ces petits éléments-là, après, ils sont très forts parce que, je te fais un petit truc rapide sur le sujet d'arnaque, mais c'est tout le temps de la même façon. Ils te font ouvrir un compte. On en a parlé tous deux juste avant. Ils ont des plateformes magnifiques. Des plateformes de trading, c'est des plateformes de pros. Sauf que les cotations à l'intérieur, bon, ça va être du CFD ou même de toute façon, ça sera des fausses cotations. Mais tu as l'impression que c'est le vrai marché puisque le marché est copié. Et ils vont faire en sorte, dans un premier temps, que tu gagnes. Tu vas passer de 2000 à 5000, par exemple. Et puis là, le mec t'appelle et dit, écoute, je suis désolé, mais je passe sur les comptes à 20 000. Je suis obligé de te laisser. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? La feuille Excel dans la tête. Je suis passé de 2000 à 5000. J'avais 20 000, je ferai 50 000. J'avais 200 000, je ferai 500 000. Je vais demander de l'argent à ma banque, à mes potes, je vais vendre ma maison, etc. Je suis sûr que ça marche puisqu'il m'a montré que ça fonctionnait. Donc le mec, il leur montre ça. Quand tu demandes quand tu fais une demande de remboursement, au début, ça fonctionne quasiment tout le temps parce que tu as posé 2000 balles et que tu veux voir si c'est vrai. Donc tu demandes 500 balles, 1000 balles, 1500 balles. Ils te les renvoient. Et ils savent que derrière, tu vas envoyer plus. Mais le principe, c'est tout le temps le même. Ils te font monter ils te font monter la sauce. Et après ça, quand tu es un compte à 20, 30, 50 000, tout d'un coup, bah, soit ton compte, il marche plus, les engagements, ils sont trop importants. Moi, il y a un mec qui m'a appelé en me disant, là, ils m'ont demandé de renvoyer 17 000 euros parce que mon engagement est trop important pour qu'ils puissent me rembourser. Je vais vous dire un truc tout simple. Tout l'argent qui part de votre compte ne reviendra pas sur votre compte, quelle que soit la raison. Il y a un autre type, on lui avait dit, c'est pour payer la CSG, CRDS. Mais à quel moment ton courtier paye tes impôts? C'est pas ton courtier qui paye tes impôts, c'est toi qui les payes au trésor public. Je sais pas si t'as vu passer à la télé, alors je sais plus sur quelle émission, j'ai vu passer ça, tu sais, dans les zappings là sur internet, Ouais. sur YouTube. C'est marrant qu'on parle de ça, je l'ai vu ça hier, hein. Un gars qui s'est fait avoir, et tout ce que tu dis là, c'est ce qui lui est arrivé. Ouais. C'était, ils avaient utilisé l'image de gens connus, Hanouna et tout ça, pour vendre leur truc, toi.
Hein. Et il s'est fait avoir. Et tout ce que tu viens de dire là, c'est exactement le processus. Et le mec, il a Mais ils font ça perdu tous. Ouais. presque, je crois, dans les 20 ou 30 000 euros. Et il me semble, alors pour ceux qui, si jamais il y en a qui nous écoutent et à qui qui sont dedans, hein, peut-être il y en a, il y a un cabinet à Paris, alors je sais plus le nom, mais qui est spécialisé là-dedans, dans ce type Mmh. d'arnaque. Ah, il y a un site internet qui s'appelle Warning Trading aussi, Ouais, où ils te mettent en avant quelques arnaques, qui ont eu lieu. Après il y a le site de l'AMF, mais l'AMF, elle va juste, informer les gens sur des faux courtiers. bon, ouais, Mais il y a franchement, des la faux MF. courtiers qui sont même pas réf mais en fait, la mécanique, c'est tout le temps la même. Moi, je te donne 2-3 exemples pour que les gens ils percutent. Déjà, bah, quand tu mets tes 20 000, ton compte, fi tu vois fictivement sur ta plateforme qu'il est monté à 50 par exemple, tu as une grosse plus-value, donc tu rajoutes encore un peu et cetera. Tu rajoutes jusqu'au moment où ça disparaisse ou quand tu veux faire un retrait, il y a plus personne qui répond au téléphone. Il y a un mec qui m'a appelé, qui m'a dit: «Moi, je me suis fait avoir par Tinder». Donc j'ai appelé, un pote qui est spécialisé là-dedans. Il me dit: «Attends, attends, attends, me raconte pas son histoire, je te la raconte». Et donc il m'a raconté exactement le déroulé. Une nana magnifique, ça se trouve derrière c'est un mec qui discute. Ouais, je suis un peu loin, et cetera. Tu fais quoi dans la vie? Je fais machin et toi? Moi, ah bah, moi je fais du trading. Ah c'est intéressant. Bah vas-y teste, mets 1 500, 2 000, tu verras, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et la semaine prochaine je viens à Paris et je te vois, je serais trop contente de te rencontrer et tout. Donc le mec il est bien chaud et puis, il commence à envoyer et en fait il se fait choper comme ça. C'est en fait la démarche elle est tout le temps la même. Comment ils essayent d'avoir un hameçon pour que vous déposiez de l'argent sur un compte. En utilisant les faiblesses de l'humain. Voilà, une fois que c'est fait. Bah, après nous ouais, après nous on est cupide, hein, on est l'humain est cupide. Donc on cherche, plus de rentabilité, plus d'argent, plus de Porsche, plus de Ferrari et du coup, indirectement quand on cherche ça, bah, on va tomber sur des gens qui nous le proposent d'une certaine façon et on va se dire: «C'est bon, j'ai trouvé», mais ça existe pas et les gens ils mais tu sais que l'État français en fait a estimé qu'entre 2010 et 2020, il y a 10 milliards d'euros qui sont partis. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre des réglementations. Moi ce que je comprends pas, c'est que l'Argel, qui gère les sites de paris en ligne, si tu as un site de paris en ligne qui n'est pas référencé auprès de l'Argel, n'importe quel internaute en France ne peut y avoir accès. Moi, je peux pas y avoir accès. Tu fais, c'est quoi? C'est Betfair, qui est un site anglais très connu, parce que tu peux acheter des paris, mais tu peux aussi en vendre, qui n'est pas autorisé en France. Donc si tu vas aller sur Betfair en France, tu peux pas y arriver, il faut que tu passes par un VPN, etc. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour les sites de finance? Puisqu'ils arrivent à le faire et il y a une délégation spécifique de l'État, il y a une police spéciale, un département de la police qui gère ça. Et ben, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour les arnaques, financières, en fait? Parce que, la Française des jeux, a l'exclusivité, semi-exclusivité des jeux en France et que l'État français n'a pas d'intérêt dans les courtages. Mais c'est comme ça que ça se passe, voilà. Mais toi, ce qui est Et donc c'est incroyable, quoi que ce qui est incroyable dans tout ça, c'est aussi que il n'y a pas beaucoup de communication sur ça, hein. non. À part là récemment Booba qui a remué la merde sur tout ce qui est copy trading et tout ça, donc ça a permis de mettre à jour au grand public, on va dire, les arnaques, tout ce qui est influenceur, machin, lié au trading, tout ça. Mais après, en dehors Ouais, de ça, t'en entends jamais parler, hein. Et pourtant, il y a énormément de victimes. énormément. Bah, Ouais, Telegram, TikTok, ouais, ouais, tout ça, en fait, tout. ouais. C'est pour ça que c'est compliqué et qu'on a un métier, nous, où, bah, effectivement, on a des entre guillemets «des concurrents» et ces concurrents-là, c'est pas des concurrents nous, on considère pas que c'est des concurrents parce que c'est des escrocs, mais ils nous font une mauvaise publicité et c'est vrai que ce que tu disais, c'est, si tu commences à dire aux gens que tu es trader, en France, c'est très mal vu et va dire aux États-Unis que tu es trader, mais ils adorent, eux, parce que déjà, le CFD, c'est interdit aux États-Unis. Ils en ont pas. Donc ils font que des produits réglementés et deuxième élément, heu, comme leur retraite, c'est eux qui se la font sur les marchés financiers, ils ont tous une culture des marchés financiers. Donc pour eux, le trading, c'est quelque chose de bien parce qu'il y a des traders qui gagnent de l'argent et que les gens, en fait, ils sont dynamiques dans leur gestion. Moi, dans ce qu'on apprend, nous, aux gens, on leur apprend du système trading très court terme, mais on leur apprend comment fonctionne une banque centrale, on leur apprend comment fonctionne l'économie, on leur apprend ce que c'est qu'une statistique économique, on leur apprend ce que c'est qu'une obligation et pourquoi il faut regarder les obligations parce que ça donne un avis sur quelque chose dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et du coup, tu peux aussi gérer ton assurance vie comme ça. Moi, j'ai une assurance vie, j'étais en fonds euros, j'ai raté la fin de la hausse, mais quand je dis la fin de la hausse, c'est les 6 derniers mois. Par contre, je me suis pas tapé la baisse de 2022. Et là, j'ai remis sur mon assurance vie, je suis passé du fonds euro au fonds action et j'ai pris la hausse. Et quand tu es un peu dynamique là-dessus, je vais pas faire des arbitrages tous les ans. Mais là, voilà, pour moi, on est parti sur un espèce de marché haussier. Le marché haussier,
Le marché, c'est 7 ans. C'est Kondratiev. C'est pas Kondratiev, mais c'est 7 ans. Kondratiev, je crois que c'est sur les 70 ans. Mais c'est 7 ans. C'est 5 ans et demi de hausse et un an et demi de baisse. Donc on a eu notre baisse. On a eu des événements exceptionnels qui sont une guerre en Europe, ce qu'on n'attendait pas, et une pandémie mondiale, ce que personne n'attendait. Donc ça a ralenti un petit peu le cycle économique. Mais pour moi, on est reparti sur quelque chose d'un petit peu plus long terme, qui permet voilà, aux gens de se remettre un peu sur ça. Et puis si je vois des dangers parce que les obliques commencent à baisser, parce que les mecs commencent à sortir des actions et aller sur d'autres rentabilités, je ferai attention et je referai ça. Mais tu peux gérer aussi tes fonds d'une autre façon, ce que font les Américains. Voilà. Donc effectivement, dire en France que tu es trader, c'est très mal vu parce que c'est arnaque, ça marche pas. Je sais plus qui a sorti que 90% des gens perdaient leur argent ou 95% perdaient de l'argent. Oui, oui, alors attends, je vais regarder sur un site. Non, non, tu sais, sur les sites des. Comment ça s'appelle Ah, des courtiers? CFD, des courtiers Oui, oui, CFD en oui, il doit France. être en bas, Ils tout en sont bas, ça. obligés. Ouais. Voilà, là, ils sont à 79%. Ça, Lui, il c'est. est à 79% des investisseurs qui perdent de l'argent. Quand il y avait des leviers, on était à 95%. Ouais. Et plus on baisse le levier, et moins il y a de gens qui perdent. Parce que les gens sont un peu plus sécures, qui font attention à ce qu'ils font, etc. Mais quand on a 95% des gens qui perdent de l'argent, c'est parce qu'on a 95% des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas ce que c'est que... Le nombre de gens qui viennent sur le marché financier, qui ouvrent un compte et qui passent des ordres, et pim, ça bouge, ils n'ont pas compris pourquoi, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une stat éco, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont même pas regardé un agenda, enfin, il y a des choses... c'est acheter une Ferrari sans avoir son permis, tu prends l'autoroute à sens unique. Ah. Il n'y a pas d'autres images, hein, c'est l'autoroute à sens unique. Mais toi, c'est le but un petit peu de ma chaîne et du podcast, Ouais, j'ai adoré. Moi, je suis allé voir ta chaîne. Il y a des super contenus. C'est vachement bien fait. c'est vraiment pour mettre la lumière un petit peu sur ce qu'est réellement le trading et puis faire parler des gens qui sont du métier, mais toi, de parler des vraies choses et pas du bullshit qu'on peut voir constamment, quoi. Ouais, Donc, d'accord. bon, écoute, on va passer sur ce qui te fait vivre, sur ton trading. Donc, toi, vous avez une chaîne YouTube, donc vous êtes plusieurs, hein, vous êtes Alors, 3, c'est ça? Vous êtes trois alors, associés, nous, comment on ça est se passe? 3 formateurs. Ouais, C'est 2 anciens élèves à moi. d'accord. Et ils sont rentables depuis des années Ouais, maintenant. Donc, c'est vraiment leur vie. ouais. Et en fait, on s'est réunis tous les trois parce que déjà, moi, j'aime bien chez ces deux garçons la rigorosité. Les Ils sont sérieux. très rigoureux sur leur gestion des risques. Mm. Et ça déroge jamais. Donc, on est en train d'ailleurs de lever un petit peu des fonds pour que eux les traitent en plus. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Même s'ils ont leurs propres fonds, on réfléchit à d'autres choses. Mais ils sont très rigoureux. Donc nous, on est 3 formateurs, parce que moi, je parle aussi du principe que il n'y a pas de question bête. Et quand un élève me pose 3 fois la même question, c'est pas une question bête qu'il a posée, c'est moi qui ai du mal à lui expliquer. Et tu vois, cette semaine, on a fait une partie sur place, parce qu'il y a une partie de notre formation qui fait en ligne, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne, ça évite aux gens de se déplacer, ça évite aux gens de bloquer dans leur agenda. Et c'est vrai que la formation en ligne, depuis le Covid, ils ont développé des outils. Moi, j'ai des super résultats dans les apprentissages, parce que je partage mon écran et ils partagent le leur, et du coup, on fait en petits groupes des partages d'écran. Et quand tu es devant ton écran et que tu vois la personne qui fait les trucs devant toi, ça change tout. Que quand tu es dans une salle, eh ben, il faut que le mec il passe derrière chacun des élèves, etc., etc. Alors que là, tous les élèves sont au même endroit. De toute façon, on mettra le lien de la chaîne dans la description. Et puis après, comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils regarderont. Et puis, il y aura tout. J'imagine qu'il y a après, il y a toutes les informations nécessaires s'ils souhaitent en savoir plus, etc. Pour information, nous sommes samedi aujourd'hui, lors de l'enregistrement. Les marchés sont fermés. Donc, Nicolas va être obligé de nous montrer une vidéo qui montre le carnet Voilà. pour En fait, expliquer un petit peu ses actions. Nous, on fait des lives de trading de 15h30 à peu près 17h. On fait l'ouverture du marché américain. On le fait avec nos cotations. Les gens, ils les voient. Comme ça, il n'y a pas de pipeau, il n'y a rien du tout. C'est de la transparence absolue. C'est ce qu'on voulait montrer, en fait. C'est ce que les gens aiment bien chez nous aussi. On est aussi détente. Ça ne veut pas dire que on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va rigoler et qu'on va dire un truc qu'on va pas faire attention à notre gestion des risques et tout ça. Et nous, en fait, on va trader au carnet d'ordre. C'est-à-dire que si tu montres l'image, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche. En fait, on a les prix qui sont affichés. Sur la gauche, on a les acheteurs en bleu. Sur la droite, en rouge, on a les vendeurs. Moi, c'est ça que j'avais. En fait, c'est là-dessus qu'on tradait en salle de marché. Donc, je vous lance le live. Mais voilà, vous pourrez le voir en direct. Quand on rentre sur le marché, donc là, je suis short et je fais attention. J'ai un stop, hein, bien entendu, que je vais décaler.
Quand je rentre sur le marché, la plateforme, elle m'indique où je suis rentré. Plateforme Et Atas, les c'est deux... ça, hein? Pardon? Plateforme Atas, c'est ça? Ouais, je suis sur Atas, mais tu vas voir que mon camarade, il est sur Ninja. Ouais, ok. Et qu'en fait, voilà, tu vois, il y avait un vendeur, moi là, il a un peu appuyé. Là, pour le coup, il y a un algo aussi. Et du coup, bah, voilà, j'assure mes gains. Je vais prendre une partie de mes gains dans tous les cas. Même si je suis sorti là, je serai satisfait de mon truc. C'est là où on en a parlé tout à l'heure, la gestion des émotions. Peu importe que j'ai le maximum, parce que c'est vrai que ce qui est difficile dans notre métier, c'est quand tu trades, tu sais jamais à quel moment tu seras à ton maximum. Tu sais jamais si quand tu es à plus 500, si tu repasses un trade, tu passes à plus 800, ou au contraire, tu prends une perte. Donc là, on a le carnet, et sur les 3 parties de droite, parce que c'est ce qui nous intéressait, les acheteurs et les vendeurs, ce sont des propositions, c'est pas la réalité. D'accord. Et sur les 3 autres colonnes, donc les histogrammes et les 2 cases, c'est ce qui est réellement exécuté sur le marché. Et c'est ça en fait qu'on va regarder nous. D'accord. C'est comme ça qu'on va voir où sont les opérateurs, où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Et le carnet, en fait, ça nous permet d'avoir des points d'entrée qui sont assez chirurgicaux parce que on arrive sur les extrêmes à comprendre quand il y en a un qui commence à charger un petit peu plus, et après ça, bah, libre à chaque personne de conserver ou pas le trade. En fait, on se C'est-à-dire rapproche du footprint finalement, parce que si tu regardes les ouais, ordres qui ont été exécutés, parce que le footprint c'est ça par bougie, tu as tous les ordres qui sont exécutés. ouais, tout à fait, Donc ouais. du coup, on se rapproche un petit peu des stratégies que tu peux avoir sur le footprint. Bah, si tu grossis les bougies là, sur le Atas. graphique, sur Ouais. Atas, tu as effectivement ce footprint. Ouais. Donc en fait, c'est exactement le même principe. Moi, je pense que on a plein de vocabulaires différents. Même entre nous 3, Makram, il va dire, je vais prendre le buy avant le sell. Moi, je vais dire, je prends des retracements. Mhm. Mais en fait, c'est la même chose. Footprint, analyse de l'order flow, etc. Pour moi, on va regarder où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Oui, c'est toujours pareil, c'est Et recherche liquidité, trou liquidité, etc. ça, exactement. Et après, bah, il y a des petites astuces, il y a de l'habitude, il y a des trucs à voir, et puis une bonne gestion des risques. Et puis voilà, ça part après. Mais voilà, donc c'est comme ça que c'est présenté. Et effectivement, nous, tous les jours, on fait, alors jusqu'au 15 juillet, parce que 13 juillet, ou 12 juillet, ouais. À un moment donné, Parce il faut faire qu'après, une pause, hein. c'est les vacances. Bon, voilà, c'est ça. Mais voilà, jusqu'au 12 juillet, si vous êtes intéressé, venez voir sur la chaîne et vous allez voir, du coup, comment ça s'appelle, des lives de trading, on cache rien, quoi. C'est l'idée. Et après, les gens, ils nous posent plein de questions, on leur explique comment ça fonctionne, etc. Ça ne nous dérange pas. Donc, non, non, on aime bien tous ces trucs-là. Et donc, quand tu fais, par exemple, quand tu commences ta session, donc tu démarres tes écrans et tout, est-ce que tu regardes je sais pas moi, le daily, par exemple, tu vas peut-être tracer des niveaux sur le daily, sur le 15 minutes, comment ça se déroule un petit peu ton analyse avant de passer à l'action sur le carnet? Bah, je fais du daily systématiquement pour Ouais, voir un petit peu où on se situe. Et je vais faire aussi du 1 heure. Je fais daily et 1 heure. Je vais tracer des niveaux éventuels, ceux qui me paraissent importants et ceux qui sont proches du cours en ce moment, pour éviter d'accord. d'avoir trop de traits. Après, je fais donc daily H1, éventuellement du 15 minutes. Et après, quand je vais trader, j'ai le 1 minute en haut et le 5 ou 15, ça dépend de la volatilité du Oui, marché, qui est en d'accord, bas. d'accord. Mon camarade qui est donc, vous connaissez Ninja, attends, c'est ça, Prince. Ok. Voilà, la plateforme Ninja, ça marche. En fait, on travaille tous au carnet, que ce soit Atas, Ninja, Sierra, ce que je te disais, peu importe la station, en fait, ça fonctionne très bien. Donc là, on a son cours d'entrée, 71. Il a mis son stop parce qu'il va suivre la suite de sa position. Lui, il se met un take profit parce qu'il va gérer plusieurs positions. Donc, il veut s'assurer un gain pour une partie, et puis le reste, eh ben, il va éventuellement le laisser partir. D'accord. Mais il va travailler aussi au carnet et il va mettre les deux graphes. Et il a, lui, un 3 minutes et un 15 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne et que chaque personne puisse trouver, euh, comment dire, son réglage optimum. Il faut que ce soit confortable le trading. Bien Il faut sûr, que ça te corresponde, tu vois. bien Que ce soit sûr. le produit. Nous, on ne traite pas trop le Nasdaq, mais Makram, il fait que le Nasdaq parce qu'il adore ça. Et Makram, il Alors, il trade aura pas au des... carnet aussi ou il trade Ouais, Ouais, ok, price action. ouais, il avait traité, attends, le live d'hier. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Ouais, il est là, tu Ouais, vois. ok, ouais, ouais. Et attends, je vais essayer de trouver son écran. Ça, il est où? Tac, tac, tac. Voilà. Attends. Voilà, il n'est pas sur Makram. Voilà. Donc Donc là, oui. Makram, là, il est short. Je sais pas, il avait fait un beau trade aussi là-dessus. Et voilà, il sert d'Atas en fait. Ok. Donc il a son graphique.
Lui, il va rajouter des choses. Tu vois qu'avec Prince, nous, on n'a rien sur Ouais, nos le value carnets. profile, Lui, les VWAP. voilà, il va rajouter des trucs, le VPOC, des choses comme ça, qui lui parlent, qui lui correspondent en fait. Ouais, mais c'est Et ça. tu vois, Prince, bon, bah, il fera des niveaux, puis on n'en parle plus. Hmm. Donc on explique aux gens comment ça fonctionne. Les gens, ils cherchent leur façon de travailler, ça ne nous dérange pas, au contraire. Ils vont apprendre une façon de travailler qu'ils peuvent appliquer sur n'importe quelle plateforme, etc. Et ce qui est important, en fait, c'est vraiment de trouver son style. Ouais, mais Et toi, avec le carnet, bah, tu as des bons points d'entrée. c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi, nous, de notre côté, c'est... il y a pas... Il y a beaucoup qui demandent, ou qui vont demander en DM à des gens, c'est quoi ta technique, c'est quoi ton machin? Et en fait, c'est à toi de trouver la technique, mais le fond, comment, la mécanique, comment fonctionne le marché, ça c'est important de le savoir. Comment Ouais, fonctionne un outil, par exemple, comme le carnet, comme le footprint, comme le market profile, tout ça, c'est des outils où il faut passer du temps dessus pour les maîtriser. Mais bien sûr. après, comment je rentre, comment je gère ma position, comment je sors, ça c'est propre à chacun. Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que, c'est pareil, c'est une question que je pose toujours. Si tu pouvais revenir en arrière, si toi tu pouvais revoir ton toi des débuts, quel conseil te donnerais-tu pour gagner du temps sur ton apprentissage? Alors, bah, sur moi, le problème, c'est que comme j'étais en salle, on était très encadré. Moi, j'aurais dû me mettre indépendant plus tôt. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que 10 ans de salle, ça m'a rincé. Ça t'a Parce rincé? que tu as Ouais. la compète. En fait, ça t'a rincé. C'est sympa, c'est bien, mais tu passes énormément de temps au bureau. Tu commences tôt, tu finis tard. Tu as quand même une partie compétition, hiérarchie. Tu sais, dans les grosses boîtes, il y a beaucoup de politique. Ouais. Donc, même quand tu veux faire un truc, il faut que tu demandes à 3 services. Puis les mecs sont pas d'accord. Alors que toi, tu sais, au fond de toi, que c'est intéressant, que ça peut marcher, que ça peut faire quelque chose. Il faut que tu te battes et que tu te défonces pour pouvoir expliquer aux gens que ce que tu fais, ça marche. Donc, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est si vous trouvez un marché qui vous convient, restez dessus. Voilà, Ça exactement. sert à rien de regarder plein de marchés. Moi, je vais traiter 2 marchés maximum. Alors, pas en même temps. J'en traite un seul et je vais en regarder deux, trois. Maintenant, je fais plus le matin. Avant, je faisais le matin, mais je fais plus le matin. D'accord. Donc, je fais plus de DAX ou de stocks. Le S&P l'après-midi, et puis j'adore traiter avec Macram et Prince parce que c'est vrai que, tu vois, ce que tu as fait avec ton Discord, c'est top. Parce que c'est difficile d'être tout seul chez soi. Ah Il y a un non, truc dont on parle pas beaucoup, impossible. c'est, La solitude dans le trading. ouais, j'allais dire la célibataire, non. C'est la solitude du trader. Ouais. Tu es tout seul devant ton écran et il n'y a personne qui te parle. Et tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien, et ce que voient les autres. Et moi, je prends un kiff monstrueux à traiter avec Macram et avec Prince. Ouais. Montrer nos écrans, on a l'habitude maintenant, donc bah, ça nous fait ni chaud ni froid. C'était marrant au début, on n'avait pas forcément de trac. On essaye, on montre tout ce qu'on peut montrer et on traite ensemble. Et ça, c'est un vrai kiff. Par contre, on ne s'influence jamais. Jamais je vais dire, tiens, il y a des acheteurs, les gars, je vais rentrer. Non, par contre, je vais dire, tiens, je suis rentré long. Et puis, ce qui est marrant, s'il y a des gens qui regardent un peu les lives, c'est qu'avec Prince, on a un petit truc, c'est qu'on se retrouve de temps en temps face à face. D'accord. Et je rentre long et il rentre Ah, short, vous êtes sur le même contrepartie. prix. D'accord. Ok. On est face à face. Mais Ouais. parce que moi, je voulais faire un retracement, prendre 6 ticks. Et lui, il voulait un truc plus long, ou inversement. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne. Et en fait, tout ça, ça se fait en détente, parce qu'on traite ensemble. Mhm. Donc, si vous avez des copains avec qui vous aimez bien traiter, faut faire un Zoom, tu vois, tu peux te mettre un Zoom, un WhatsApp, n'importe quoi, même un Bah, nous, Discord. on se rejoint sur le Discord, on est un salon dédié à ça. Ouais. Bah, Mm. bah voilà, ce que Mm. tu fais, c'est génial. Mm. C'est là, c'est vrai qu'en ce moment, les marchés, il y a des algos, donc bon, j'arrive à les repérer parce que ils descendent d'un coup. C'est-à-dire qu'ils font 5, 6, 8 prix d'un coup. Alors qu'un vendeur normal, il va descendre de façon graduelle. Celui qui vend d'un coup, c'est qu'il va emmener le marché dans un sens. Donc c'est souvent un V-shape quand on a des petits trucs comme ça. Donc là, je vais faire attention, je vais traiter d'une autre façon. Mais ouais, le marché, il change. Après, on avait parlé du trading haute fréquence rapidement. Pour moi, il ne me dérange pas. Parce que le trading haute fréquence, ça va être les arbitragistes, et ça nous garantit que le marché est bien coté. Ça va être les mecs qui veulent justement passer des ordres en grosse quantité, et donc ils sont obligés de le morceler. Et donc quand tu regardes les exécutions, de temps en temps, c'est rare, hein, mais de temps en temps, je sais pas, ça va arriver 2, 3 fois par semaine, tu te mets sur un prix et tu vois que, je sais pas, je veux dire à 90, et ben tu vois qu'à 90, il n'y a que 30 vendeurs, mais pourtant le volume qui est en train de s'accumuler, c'est 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 lots. Le prix n'a pas bougé, on est resté à 4390, et en fait, il y a un mec qui s'est mis à la vente et qui vend
mais qui vend par toute petite quantité. Et le prix n'a pas bougé. Il peut faire ça qu'avec du trading haute fréquence. Donc on voit en fait qu'il bloque le marché parce que lui, il est obligé de se cacher. Si l'acheteur, si tu as un gros acheteur qui arrive ou un gros vendeur qui arrive et qui se monte dans le carnet, mais tout le monde dégage. Si moi je sais qu'il y a un mec qui va vendre, je vais acheter plus bas. Si je sais qu'il y a un mec qui va acheter une grosse taille, bah, je vais vendre plus haut, tu vois. Donc ils sont obligés de se cacher. Et donc ils jouent avec le trading haute fréquence. Donc le trading haute fréquence, moi il me dérange pas. Il y a un truc qui dirait que ils passent avant nous et ils savent ce qu'on va faire. Je dirais non. Et puis nous on est petits, ils s'en foutent de nous. Franchement, ils s'en foutent de nous. Que tu passes 5 lots ou 10 lots, le mec il commence à bosser à partir de 50 lots, il va pas regarder les connexions de tous les mecs qui font de l'informatique particulier pour aller les niquer. Ouais, c'est C'est sûr. pas ça leur travail. Après, qu'ils viennent se positionner, qu'ils se retirent quand effectivement les market makers, oui, ils vont proposer et puis ils vont se retirer un peu tout le temps parce que le market maker, lui, il gagne de l'argent quand le marché bouge pas beaucoup. Et quand le marché commence à être volatile, le market maker, il perd parce que il se met à la fois à l'achat et à la vente, c'est son métier, c'est son travail d'apporter de la liquidité au marché. Donc quand il se fait taper une patte, il faut qu'il ressorte avec un gain. Et si le marché il commence à descendre d'un coup, il sait très bien que s'il se met à l'achat, il va se faire trouer. Donc il va pas se mettre. Et le market maker, c'est 85% du temps. Donc il a 15% du temps où il n'est pas obligé d'être dans le carnet. D'ailleurs, tu les vois bien, les market makers. Si tu ouvres une échéance, si tu ouvres l'échéance de décembre, dans un carnet échéance de décembre, là, juste pour rigoler, ben, tu t'aperçois qu'il y a un mec, il y a 50 lots, je sais pas, 50 lots à l'achat, et puis 50 lots à la vente, dans une fourchette assez large. Bah, ça, c'est les market makers. Et c'est comme ça qu'ils vont venir animer le marché. Ils sont obligés de faire ça, c'est leur travail. Ils vont gagner de l'argent quand le marché bouge pas beaucoup. Par contre, quand il bouge beaucoup, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de monde dans les carnets, c'est qu'ils s'en vont, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils font du trading haute fréquence pour protéger leur position. Mais dans l'ensemble, euh, en 23 ans, les choses ont un petit peu changé. Oui, il y a des marchés où on fait beaucoup moins de volume qu'avant. Le stock, c'était 2000 ou 3000 lots par ligne. Maintenant, c'est 800. Ouais. On faisait 2 millions de lots, on n'en fait plus que 500 000. Le S&P, voilà, le Nasdaq, il a été créé dans les années 2000, enfin 2000 ou 98. Aujourd'hui, moi je l'ai vu à 1000, il est à 15 000. Il y a des choses qui changent, il y a des gens qui vont aller vers d'autres produits. Mais le principe de base, ça fait des décennies que c'est comme ça, et pour moi, ça va continuer pendant des décennies. Tu as un gérant de portefeuille qui fait un autre métier que le nôtre, qui est là pour investir dans une entreprise sur du long terme, et quand il va rentrer sur le marché pour acheter les parts de cette société, il va faire décaler le marché parce qu'il va prendre un certain pourcentage de l'entreprise. Parce Ouais. que lui, il fait de la bourse pure, c'est-à-dire marché financier, le principe, c'est j'apporte mon argent en échange de parts d'une société parce que cet argent va permettre à cette société de se développer et que la part que j'ai de cette société devrait s'apprécier puisqu'elle a un beau bon de commande, des bons développements, des choses comme ça. Et tant que eux sont là, et ils seront toujours là, c'est ces 150 000 milliards de dollars sur les 500 plus grosses sociétés de gestion, hein, c'est même pas toutes les sociétés de gestion du monde. Et les 500 plus grosses. Alors la première, c'est BlackRock, ils ont 9 000 milliards. La deuxième, c'est State Street ou Vanguard. PIMCO, voilà, la première française, ça doit être 20e, ça doit être Natixis ou Amundi. Et ils ont déjà 1100 ou 1200 milliards à gérer. C'est pas une personne qui va les gérer. Il y a des centaines, voire des milliers de gérants qui gèrent tout ça, avec chacun sa stratégie. Mais eux, ils sont là pour faire un métier qui est j'achète une certaine quantité pour conserver. Et nous, on est là pour faire un métier où, quand un gros arrive sur le marché pour justement acheter, bah, ça va lui prendre du temps. Il va faire monter le marché pendant un certain temps. Et il faut savoir juste une petite règle comme ça qui peut peut-être éclairer certaines personnes. Dans un fonds de gestion, tu es obligé de savoir ce que tu as en portefeuille 2 fois par jour. D'accord. C'est pour ça que souvent, le matin, tu as une tendance qui se dessine et à l'heure du déjeuner, elle s'est arrêtée. Parce qu'en fait, quand le gestionnaire de fonds appelle son courtier et lui dit Nicolas, tu m'achètes 50 000 lots, tu as jusqu'à midi. Il ne m'a pas dit midi pour rien. Il m'a dit midi parce qu'il a besoin de savoir dans son portefeuille, à côté de sa ligne de Total, d'Orange et de LVMH par exemple, combien il a acheté ces 50 000 lots. Est-ce qu'il les a eu à 7 000 points? Est-ce qu'il les a eu à 4 500, 4 501, 4 502? Donc, à moi de lui dire combien il les a eu. Comme ça, le contrôle des risques surveille ses lignes et lui, il peut surveiller ses lignes. Et ça, il doit le savoir 2 fois par jour. C'est pour ça que bien souvent, le matin, tu as une tendance qui se dessine, il s'accélère vers 11h, 11h30 et qui va se détendre à l'heure du déjeuner. Quand tu regardes des graphiques européens, c'est tout simplement que le mec qui est en train d'acheter, il a fini ses achats. Et si tu veux savoir quand il a fini ses achats, tu as souvent une petite mèche en haut, à la fin de la hausse, parce que quand tu as 50 000 lots à acheter et qu'il t'en reste plus que 3 000,
tu les envoies market, ça change pas grand-chose pour toi, mais tu fais ton rapport à ton client, tu n'as pas qu'un seul client, donc tu as plusieurs rapports à faire, comme Ouais. ça tu as traité sa position, et puis tu as terminé ton truc. Et le mec, eh ben, il est content, il va bouffer. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais, c'est la réalité, quoi, c'est clair. il y a plein de mouvements de marché qui sont dus à des choses techniques, hein, et pas forcément juste parce qu'il y a un acheteur et un vendeur. Ouais, ouais. Parce que le courtier, il est là, et il travaille, il achète et il vend pour son client. Avant d'aller bouffer, il faut qu'il sache, Ouais. qu'il sache où il en est. En Ouais. fait, C'est il tout. doit savoir 2 fois par jour ce qu'il a dans son portefeuille. J'avais lu un truc sur Warren Buffett, qui était très intéressant aussi. Parce que c'est vrai qu'il dit des choses toutes simples, très bêtes, mais qui fonctionnent très bien. C'est comprendre dans quel marché on est, savoir ce qu'on achète. Lui, il comprend pas ce qu'il faut. Ces phrases, je les ai beaucoup entendues de lui. Ouais. Comprendre, c'est comprendre ce qu'on fait. Comprendre ce qu'on achète. Comprendre la boîte sur laquelle tu investis, tout ça, ouais. Exactement. Hmm. Et il est plutôt drôle. Tu sais, il fait une convention une fois par an pour tous les actionnaires de Berkshire Hathaway. Et en fait, il dit des trucs tout cons, mais il avait eu une phrase un jour. Il dit moi, quand c'est la crise, quand les marchés baissent, je suis comme un obsédé sexuel dans un harem. Et en fait, souvent, il dit quand le marché est assez haut, qu'il trouve pas de dossier, il trouve rien à acheter. Et les mecs derrière le critiquent, disent attends, moi j'ai acheté ça, tu l'as pas acheté, t'es nul. Ouais, ouais, ouais. Alors, on verra. Lui, il a plus de 80 balais, et ça fait plus de 60 ans qu'il est sur les marchés, et il a son jet privé, et il est milliardaire. Et je crois qu'il a même revendu le jet, parce qu'il est un petit peu radin apparemment. Ouais, puis Mais je crois qu'il a une c'était vie. la seule dépense qui s'était autorisée, c'était un jet privé. Je crois qu'il a une vie classique. Il a une vie classique, hein. Il a pas de Mais super chauffeur, il a classique. une voiture normale. Je veux dire, il n'y a pas de. Exactement. Ouais, Il va au boulot tous les jours, il va bouffer son steak burger. ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Mais ouais, et voilà, de cela, il y a des choses à apprendre. Ouais. Eh ben, écoute, Nico, ça a été un Voilà. plaisir en tout cas de discuter de trading avec toi. Ouais, moi aussi, Oswald, c'était vraiment sympa. Et peut-être le lien de la chaîne dans la description. Ouais, avec plaisir. Et puis, donc comme ça, si vous voulez aller voir un petit peu les lives qu'ils font, Akram, Nico et Prince. En tout cas, Nico, merci pour cet échange. Bah, merci toi aussi, ouais, c'est très sympa. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt, salut à tous.